Yes, j'ai réussi à pas avoir de retard. C'est inouï. C'est absolument sensationnel. Messieurs, dames, bonsoir. Pour ce live, finalement, que j'ai envie de qualifier de live de la convivialité, le live du plaisir, le live du bonheur, le live de l'entente cordiale entre tout à chacun, notamment entre voisins, le live sur l'histoire de Jeffrey Dahmer, monstre. Dahmer, donc un sujet où il va faire, je pense, bon vivre, pas arriver en retard, mais en avance. On est même en avance. J'ai réussi à lancer en avance, mais je regardais un petit peu en bas, voir si tout allait bien pour les loots, évidemment, avant de lancer comme d'habitude. Alors je sais, alors en fait, je savais pas, maintenant je sais, ce qui fait que ça rend ça d'autant plus con, comme le dit mon Sissama. Comment ça va? Ouais, pour le match du Paris Saint-Germain. Bon bah oui, il y a PSG OM aujourd'hui, et oui, quand j'ai fait le live, quand j'ai décidé de faire le live sur Dahmer ce dimanche, j'étais pas encore au courant que le Classico c'était ce week-end. Donc bon bah écoutez, vous regarderez la rediffusion du live si jamais ça vous tente. Je sais qu'il y aura moins de monde que ça aurait pu à cause du Classico, mais alors là pour le coup c'est de ma faute, j'avais complètement zappé qu'il y avait PSG Marseille, donc si jamais il y a des gens dans le chat qui évidemment veulent me tenir un petit peu informé du score, ce sera avec plaisir. Ça doit commencer ou ça va commencer très probablement dans les 2-3 prochaines minutes. Nous de notre côté, bah écoutez, on va se faire un programme, comment dire, un programme saillant, un programme torché, hein, un programme où il fait bon vivre. On le voit d'ailleurs au visage du gaillard qui est juste à côté de moi, Evan Peters, Monsieur Jeffrey Dahmer, production, création Ryan Murphy. On est du côté d'une prod Netflix. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, ah ouais, c'est vraiment le live de l'amitié, c'est que du love. Voilà, c'est le live de l'amitié, de l'amour. Il y a même des lumières qui viennent sur ma tronche comme ça, juste histoire d'eux, parce que j'avais oublié d'éteindre mon téléphone pour faire un peu une ambiance gothique. C'est absolument extraordinaire. Première question que j'ai envie de vous poser par rapport à Dahmer. Vous étiez très nombreux, et peut-être que sa vidéo là aura peut-être un petit peu plus de vues en rediffusion, puisque je sais que vous étiez très nombreux à me demander ce que j'avais pensé de Dahmer, et puis à savoir, est-ce que tu vas faire une vidéo sur Dahmer, est-ce que tu vas parler de Dahmer, au-delà du fait que on peut dire qu'il a tué beaucoup de gens, Jeffrey Dahmer, ça veut quand même dire qu'il en a monté beaucoup en l'air, Dahmer. L'air Dahmer. Allez, voilà, super, merci, voilà, celle-là au moins elle est casée. Qu'est-ce que vous avez pensé de la série? Voilà, globalement, à pas de cette vanne, qui restera à mon avis pas vraiment dans les annales, ni dans les sciences occultes, je pense, de l'humour. On aime l'humour, on l'embrasse, voilà, avec science et avec la langue. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette série? Avant un petit peu de commencer, j'ai fait pas mal de recherches, notamment autour de la véritable histoire de Jeffrey Dahmer, autour de beaucoup de choses qui sont arrivées après. Vous verrez que ce live-là aussi... comment dire, parlera de pas mal de choses intéressantes, de ce qui sont passés ensuite sur les réseaux sociaux, sur le fait qu'il a été un peu mis sur un piédestal, notamment vis-à-vis de cette série-là, etc., ou les retours qu'a eu Evan Peters, les difficultés qu'a eu Evan Peters, évidemment, à interpréter le rôle de Jeffrey Dahmer, lui qui, de toute façon, avec Ryan Murphy, American Horror Story, voilà, hein, je veux dire, bon, on n'était plus à sa presse, c'est-à-dire que quand il joue Quicksilver, le mec dans les X-Men, c'est des vacances au soleil. Voilà, papy, on en reviendra, évidemment, la soirée à thème qu'il y aura dans une boîte de nuit, si c'est toujours d'actualité, et c'est consternant, mais on y reviendra aussi, une boîte de nuit qui a décidé de faire une soirée à thème Jeffrey Dahmer. Voilà, une personne droguée, la deuxième offerte. Enfin, on est dans un monde catastrophique, ça le montre de plus en plus. Mais n'empêche, il y a des choses qui sont intéressantes parce que la série, dans son dernier épisode, montre un peu les limites, enfin dans les 2 derniers épisodes, montre un petit peu les limites de ça aussi, notamment vis-à-vis du fanatisme qu'avaient de certaines personnes pour le personnage de Jeffrey Dahmer, toutes les lettres qu'ils pouvaient retrouver, etc. Et je trouve ça hyper intéressant, et notamment, bah voilà, un petit peu l'envers du décor de la série, parce que je pense que ce sera intéressant à développer. Donc la première question, effectivement, c'est, pour vous, allez, on va dire en un mot ou deux maximum, qu'avez-vous pensé de la série, donc Dahmer, créée par Ryan Murphy? Ryan Murphy qu'on connaît tous, enfin qu'on connaît tous. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent peut-être pour évidemment American Horror Story. Il faut savoir que c'est aussi Glee, il faut savoir que c'est aussi Nip Tuck, chose qui est hyper intéressante. Alors je vois là, c'est voilà, magistrale, excellente, Murphy dans toute sa splendeur. Ouais, il y a beaucoup meilleure série à vie. Alors, calmons-nous quand même, mais enfin, c'est vrai que pour moi, ça reste de très bonne facture. Immersif, ouais, j'avais utilisé ce mot-là aussi sur Twitter, je trouve que c'est très immersif
dans le cloaque un petit peu qu'on fait subir aux personnages et le regard de tous les personnages autour de ça. Glauquement effrayant. Evan Peters, forcément, en deux mots. Evan Peters, hein, celui-là va revenir assez souvent. Et Ryan Murphy, Nip Tuck. Voilà, pour tous ceux qui n'ont pas regardé la série Nip Tuck, si vous voulez des choses glauques mêlées avec un petit peu d'humour et un monde hyper tendancieux de la chirurgie esthétique à Miami, et bah c'est Nip Tuck. Voilà, c'est grâce à ça moi que j'ai découvert Ryan Murphy et que j'ai compris que ce mec-là était une légende. D'ailleurs, si vraiment vous n'avez pas vu Nip Tuck, c'est superbe. Glee. Comme quoi, il sait vraiment tout faire parce qu'il a pris un panel de créations artistiques qui vont vraiment du tac au tac, hein, qui vont partout. Il est capable vraiment de poser sa patte et son empreinte dans n'importe quel type finalement filmique possible. Parce que quand tu regardes American Horror Story, Glee, Nip Tuck et Dahmer, on n'est vraiment pas sur les mêmes, on n'est vraiment pas sur les mêmes enjeux narratifs et on n'est pas non plus sur le même plaisir. On regarde pas ça de la même manière. Mais Ryan Murphy, voilà, Monsieur Nip Tuck, comme dit Just Mike, ouais, moi je suis assez d'accord. Pour moi, une des meilleures séries qui a été faite, hein, Nip Tuck, clairement. Que vas-tu aborder dans ce live? Bon, on va aborder la série dans sa globalité, hein. On va commencer évidemment par parler de la série en tant que telle. Je pense qu'après on fera un gros parallèle sur Evan Peters et puis sur les conséquences de la série derrière, parce que je trouve qu'il y a des choses très intéressantes à développer ensuite sur l'après Dahmer, puisque ça a été un événement, je crois que ça a battu des records sur Netflix, alors je saurais pas trop vous dire lesquels, mais il me semble que ça a battu des records d'audience, peut-être sur la première semaine ou peut-être en règle générale, etc. Mais ça a fait un buzz immense. Cette série, est-ce que c'est une bonne chose? Ça, c'est aussi des questions qu'on pourra se poser. Est-ce que il est normal dans une série sur les serial killers de proposer de temps en temps des thématiques qui peuvent malheureusement provoquer de l'empathie pour lui, là où normalement on n'est pas censé en avoir? Est-ce que finalement c'est de l'empathie ou simplement de la compréhension de personnages? Ça aussi c'est intéressant. Et le parallèle avec le documentaire qui est sorti peu de temps après, ou voire quasiment dans les mêmes moments, aux alentours évidemment, de Jeffrey Dahmer. Et là je vois dans les commentaires Glauque Sangor le top, deuxième série la plus vue sur Netflix. Voilà, c'est ça, hein, ouais, ça avait fait des records d'audimat très très rapides, parce que là globalement on en est à un stade où on est le 16 octobre, ça a dû sortir il y a quoi, 3 semaines maximum, à peu près 3 semaines maximum, peut-être un mois, et encore je suis même pas sûr que ça fasse un mois. Allez, on va dire peut-être un mois en voyant large. C'est ça qui est hors norme aussi, hein, c'est d'arriver à ce stade-là et d'arriver à ce comment dire, ce projet-là en un petit mois avec, voilà, 21 septembre c'est sorti, donc même pas un mois, hein. On est sur de l'ordre du 3 semaines, à peu près 3 semaines, deuxième série la plus vue de Netflix, donc oui, ça a été quelque chose qui de toute façon était très attendu, parce que Ryan Murphy, parce que n'oublions pas, même si j'ai pas vu toutes les saisons, hein, moi j'ai vu j'ai vu l'intégralité de la saison 1, j'ai vu quelques épisodes, je crois, de la saison 3 de American Horror Story, mais il est là quasiment à chaque fois, et puis il y a pas mal de saisons, moi, notamment Hotel, et puis Freak Show, que j'aimerais bien voir, parce que je pense que ça peut plus ou moins me plaire dans la narration. Mais on a Ryan Murphy qui reprend l'histoire d'un des plus grands tueurs en série de l'histoire des États-Unis, l'un des plus connus. On a Ryan Murphy qui s'associe encore avec Evan Peters. On a Evan Peters qui est un acteur, et je vais pas vous mentir, qui me laissait plus ou moins froid, hein, jusqu'à ce que je vois la première saison d'American Horror Story. J'aimais bien Quicksilver, mais je suis vraiment pas un grand fan des X-Men, moi, de nouvelle génération, avec Fassbender, etc. Donc globalement, ça m'était un peu laissé passer de côté. Enfin, je reconnais le talent créatif et artistique des scènes autour de Quicksilver, mais globalement, Evan Peters, c'est pas là qui m'avait marqué. J'avais vu deux, trois autres projets aussi avec lui. Et puis, effectivement, quand j'ai regardé American Horror Story, ah oui, effectivement, il est quand même plutôt chaud, l'animal. Et alors là, sur Dahmer, voilà, c'est peut-être le premier truc sur lequel on pourrait revenir. À mon avis, l'une des grandes raisons qui fait que cette série a à ce point marché, c'est le retour de l'association Ryan Murphy plus Evan Peters, et c'est aussi Evan Peters, un acteur qui est extrêmement coté maintenant aujourd'hui, et quel jeu! Je suis d'accord, par exemple, avec Hamlin, l'intégralité du casting est très bon. Dans tous les cas, l'intégralité du casting, même l'acteur qui joue le père, dans les émotions qu'il va traverser, etc., dans le deuil qu'il éprouve, tout autant que dans la, comment dire, dans la recherche de trouver la raison de ça,
pour se masquer un petit peu toute l'ampleur que lui a pu avoir dans la vie de Jeffrey Dahmer. C'est une des questions qui est importante d'ailleurs. Est-ce que c'est la faute de son père ou non, ce qui est arrivé ensuite à Jeffrey Dahmer? Est-ce qu'il y avait déjà des prédispositions? Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, même en dehors du prisme du père de Jeffrey Dahmer, qui peuvent expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Hein. Je veux dire, l'abandon de sa mère, ça joue aussi. L'alcoolisme, effectivement, ça a dû jouer aussi. Je pense qu'il y avait une perversion naturelle aussi chez lui qui était... assez intéressante, parce que finalement, on nous le présente pas du tout comme quelqu'un de fou, comme quelqu'un de malade. Alors évidemment, ce qu'il fait, c'est pas de première chasteté, mais il a l'air totalement conscient de la chose. Et c'est ça qui est extrêmement glauque, et justement, et qui est vachement bien vu, c'est que Evan Peters, quel acteur. Commencer par là, forcément, tout de suite. Faut savoir qu'il l'a dit plusieurs fois, mais c'est un rôle qui l'a traumatisé. Vous m'en direz tant. Voilà, je vous apprends des trucs, hein. On est là vraiment pour apprendre des choses hein, sur les lives de Valou, mais ouais, il l'a dit plusieurs fois, il a voulu. Et alors, justement, beaucoup de gens ont vécu des choses bien pires et ne sont pas devenus des meurtriers. Ah non, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais enfin, là où je parlais en fait des raisons qui poussent Jeffrey Dahmer à faire ça, on en explique quelques-unes. Je veux juste dire que comment dire, on peut comprendre. Il y a une compréhension sur... C'est pas uniquement de la faute de son père, même si son père n'était pas forcément là non plus. Il n'a pas fait acte de présence pendant longtemps, même si lui a essayé de s'amender et a pris conscience en fait de la chose beaucoup plus que sa mère, où on a l'impression quand on regarde la série que sa mère, ça lui en touche une sans véritablement bouger l'autre. Enfin, je veux dire, c'est globalement très très léger la manière dont on va la développer. Elle qui est partie pendant des mois et des mois, lui qui se retrouve tout seul. Je pense que vraiment, voilà, il y a pas uniquement la faute de son père, même si c'est lui qui va le plus prendre la caméra de par la stature de l'acteur et qui va le plus nous montrer les regrets qu'il peut avoir de voir son fils être devenu comme ça. Il n'y a pas que lui, il y a aussi l'alcool. Je pense que Jeffrey Dahmer, c'était quelqu'un qui était peut-être un petit peu... Voilà, enfin, je veux dire, c'est des clés de compréhension... comment dire, qui sont pas encore définis vis-à-vis du personnage, mais il y a aussi l'alcoolisme qui va jouer, il y a l'absence de sa mère, il y a les difficultés qu'il a pu avoir en étant enfant. C'est sûr que c'est pas parmi les plus grandes difficultés qu'on ait pu avoir. Il a eu plusieurs chances. C'est ça aussi qui est intéressant avec Jeffrey Dahmer. C'est que là où je suis d'accord avec Lucas, c'est que quand tu regardes le truc, c'est quelqu'un qui part de très loin, mais qui a eu des chances. C'est pas quelqu'un, par exemple, qui a vécu dans la misère, ou ceci, ou cela, où c'était vraiment un truc dramatique. Il était quand même issu d'une famille, qui avait l'air middle class américaine, voire peut-être upper class. Ils étaient pas forcément riches, mais ça avait l'air d'aller à peu près. De ce que montre la série, encore une fois, il faudra que je fasse encore plus de recherches après sur l'homme, sur ce qui était vraiment non romancé. Mais voilà, il a pu faire des études. C'est lui qui les a foirés, il a fait l'armée, c'est lui qui l'a foiré. Alors il y a l'alcool, les choses, les machins, d'accord. Il a eu l'opportunité de vivre avec sa grand-mère et puis de faire beaucoup de petits boulots, etc. C'est lui qui a foiré. Et puis ensuite, on a vu effectivement ce que ça a donné par la suite. Ou alors là, c'était Disneyland. Hein. Mais oui, voilà, il y a cette notion de... Et c'est ça qui est d'autant plus intéressant, c'est comment quelqu'un qui en plus paraît vraiment... alors... Dans la personnalité, et ça, il le joue très 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 bien, Evan Peters. Mais il a une... comment dire il a une personnalité qui est très calme. Ça, on peut au moins lui reprocher, avec de temps en temps des légers excès de violence, un petit peu capricieux, sur certaines phases qu'on peut voir. Il y a quelques petits excès de violence un petit peu caprice sur certaines choses. Je pense qu'il a un immense manque affectif. Ça se voit par rapport à la manière dont justement, ça on le voit et c'est intéressant à juger via Tony Hughes, puisque je sais pas si vous l'avez vu, mais apparemment la mère de Tony Hughes, donc dans la vraie vie, hein, la mère de Tony Hughes a récemment pris la parole sur la série Dahmer en disant que la relation qu'avait eu son fils avec Jeffrey Dahmer n'était pas du tout celle qui était là dans la série, que c'était bien moindre. Et que ça avait été extrêmement romancé, et qu'elle, effectivement, en tant que mère de la victime, n'avait pas été satisfaite du traitement dans la série. Alors ça, on en reparlera après, hein, c'était une déclaration qu'elle a eue, je crois, cette semaine ou la semaine dernière, pile au moment où j'ai commencé à regarder. Mais on voit quelqu'un qui a une immense carence affective et qui essaie de récupérer des gens, notamment Tony Hughes, quand dans la série il lui dit ne pars pas, tu peux pas partir. On sent qu'il se retient vraiment, tu vois, d'agir, parce qu'il a peut-être envie de passer à autre chose là-dessus, mais c'est plus fort que lui, c'est peut-être la peur de l'abandon, c'est quelqu'un qui a quand même été abandonné. Enfin, je veux dire, même si il a eu une vie où il a eu des chances,
Et on n'est pas tous, enfin je veux dire, il y a des vies pires que la sienne, effectivement, mais il y a aussi des gens, la plupart du temps, qui ne sont pas du tout abandonnés par leurs parents, les deux en même temps, le père d'abord, la daronne ensuite, et puis Jeffrey Dahmer qui est laissé là, non mais t'inquiète pas, t'as des trucs au frigo, maintenant tu te démerdes pendant des mois. Les flics qui sont incompétents, effectivement, enfin j'imagine même pas le calvaire que ça a dû être pour les voisins, alors notamment la voisine, c'était comment? Cleveland, je me souviens de son nom, mais j'ai plus le prénom. J'allais dire Gloria Cleveland, mais je crois pas que ce soit Gloria. J'ai plus le nom de Glenda, voilà, c'est ça. Glenda Cleveland, où là tu te dis, waouh, enfin, c'est un truc. Et c'est là qu'en fait c'est intelligent parce que j'aurais pu commencer par là. Je vais pas vous mentir, pendant longtemps dans la série, au fur et à mesure des épisodes, on me l'a vendu comme glauque, assez gore, assez tranchante et difficile à regarder. Alors moi je me disais, Ryan Murphy plus Evan Peters, travailler ce support-là, il peut faire un truc très 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 trash compte tenu du mec. Jeffrey Dahmer, c'est juste, bon, je fous mes victimes dans de l'acide, je fous les os au four histoire d'ensuite les briser pour les mettre un peu partout parce que bah au moins ils sont un petit peu dans mon jardin. Je perce des trous dans... Enfin, c'est même pas drôle là, mais je perce, c'est le quintet plus dans l'ordre quoi, mais je perce des trous dans les cerveaux des victimes et puis ensuite je mets de l'acide histoire de voir si ça peut revenir en zombie. Bon bah évidemment je les mange, je garde les parties génitales et les cœurs dans des frigos au cas où, je découpe des têtes, je leur roule des pelles et puis derrière je mets du cellophane, puis je les garde, on sait jamais, ça peut servir. Enfin, et puis tout ça avec, avec entre 15 et 20 victimes, 17 ou 19, j'ai un doute, mais voilà, c'est quand même assez monstrueux. Et c'est ça en fait que je trouve hyper intéressant dans la série, c'est qu'au début je me suis dit, tiens, ça manque un petit peu de... je trouvais que ça manquait un peu de trash, je trouvais que ça manquait un peu de gore, mais pas parce que foncièrement j'en avais envie, plus parce que bah, on me l'avait un peu vendu comme ça. Et c'est vrai que j'avais un côté un petit peu frustré de me dire, tiens, c'est marrant, c'est beaucoup dans le non-dit, c'est très bien, c'est très psychologique, mais je trouve que on va pas assez loin d'un point de vue purement filmique sur quelque chose qui aurait pu être excessivement violent. Et puis, au fur et à mesure des épisodes, notamment les derniers qui sont d'une puissance, je trouve la puissance du dernier épisode est incroyable, notamment vis-à-vis du forcené, du prisonnier qui termine par tuer Jeffrey Dahmer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mais je trouve qu'en fait, le fait de l'avoir fait dans le non-dit, uniquement dans le point de vue psychologique, et de la réalisation, parce qu'on en parlait aussi, voilà, il y a beaucoup de gens qui disaient que la réal, bah, comme Emeline qui disait que la réal était folle, je suis entièrement d'accord. Voilà, comme dit Maëva, on est dans l'hallucinant. On n'a rien de gore. On a quasiment même pas de meurtre. Enfin, c'est ça, en fait, pour moi, bah, ce qui se traduit finalement, une fois que j'ai terminé la saison, comme un truc hyper galvanisant et vraiment hyper pertinent et hyper bien vu de la part des équipes de Ryan Murphy et notamment de tous ceux qui ont travaillé à la réal. En fait, tu vois quasiment pas de meurtre. Je crois que tu vois le premier et le dernier et c'est tout. Tu le vois, la première victime de Dahmer et la mort de Dahmer. Les autres, c'est que dans le non-dit. Les autres, c'est que dans le non-dit. Alors, il y a 2-3 séquences, effectivement, assez trash. Je veux dire, la tête coupée dans le cellophane avec Evan Peters qui va finir par l'embrasser. Ça, c'est vrai que c'est un peu chaud. La victime dans l'hôtel qu'on va retrouver complètement défigurée, alors que le mec, il s'est drogué aussi, il sait même pas ce qu'il a fait, etc. Ça aussi, c'est un peu violent. À la fin de Dahmer, il se fait quand même éclater la gueule salement, mais tu vois encore que là, dans les jeux de mise en scène, la caméra, elle est pas sur le visage de Dahmer, elle est sur les coups. Donc c'est pas violent, c'est dans le non-dit, c'est dans le sous-entendu. Il y a peut-être, comme dit Rielax Frank, un respect des familles, de pas vouloir non plus, et ça c'est très bien vu, parce que dans ce cas-là, Ryan Murphy aurait eu raison, on est sur une histoire vraie, on n'a peut-être pas envie non plus de montrer les choses à des gens qui potentiellement vont regarder ça et raviver des souvenirs difficiles. Enfin, je veux dire, c'est des choses extrêmement violentes. J'imagine même pas, il y a la scène où il va manger un bout de steak aussi, qui est probablement un cuisseau ou un bout de chair de Tony Hughes. Tu regardes, il est comme ça, là, il est devant le truc. Enfin, là, le jeu d'Evan Peters, c'est stellaire, hein, mais tu regardes le truc comme ça, puis la limite, là, tu sens déjà le plaisir, quoi. Il est limite en pleine jouissance, rien qu'à regarder le truc, et il le mange, et c'est long, et c'est dur, c'est psychologiquement, c'est voilà. Et en fait, tu vois, d'une petite carence, je trouve, en effet trash, plus plus le temps est passé, plus je me suis dit, bah en fait c'est du génie, c'est super bien vu, parce que c'est là-dedans que ça se passe. C'est ce que t'imagines en fait. Je sais pas si ça vous a fait ça à vous, mais c'est une des rares séries où j'ai eu l'impression pouvoir même d'avoir quelque chose de palpable. Genre l'odeur par exemple.
Ça, c'est quelque chose dans la réalisation et la mise en scène où ils vont miser un maximum là-dessus. Le regard de Glenda sur les bouches d'aération, les trucs comme ça. Je sais pas si ça vous est arrivé pendant le visionnage, mais t'avais l'impression, limite, c'était tellement suffocant de toi aussi t'imaginer les odeurs, tu sais, de respirer ces odeurs-là, de te dire quel calvaire qu'ils ont dû vivre. Enfin, ce délire qu'ont vécu les familles, les victimes, les voisins, ses parents, enfin son frère. Je voyais un message tout à l'heure qui disait imagine le frangin aujourd'hui, le frangin Dahmer, où tu vois le grand frère, il est comme ça. Et heureusement que dans la série, ils disent au fait, il est tout à fait lucide, hein, le petit, hein, c'est bon, t'inquiète pas, il a rien. Je crois que c'est la nouvelle copine de son père qui lui dit non, mais tu dis que c'était gêne. Et voilà, je veux dire, le père avait aussi des soucis psychologiques, on le voit, puisqu'il l'assume. Mais le petit, lui, il va très bien, tu vois. Et imaginez pour lui. Pour les familles, c'est horrible. C'est quelque chose d'horrible. Et ça aurait été encore plus horrible, je pense, et encore plus dramatique de le montrer à l'écran. Donc oui, c'est une très bonne interprétation. Parce que moi, sur le coup, je regardais ça comme une série. J'ai vu des passages de temps en temps. Alors, je connais assez bien, j'aime bien, moi, les histoires de tueurs en série, etc. Donc j'essaie de m'intéresser de temps en temps, que ce soit américain ou français. Enfin, il y a des choses qui sont hyper intéressantes sur le pourquoi de l'histoire, etc. Et alors là, il y a une vraie question que j'avais envie de vous poser. Et parce que, pas forcément de mon point de vue à moi, c'est-à-dire moi, je reste, entre guillemets, en dehors du cadre. C'est juste que je vous dis ça par rapport à des questionnements qu'on s'était posés, notamment sur Twitch. Je sais pas à quel point la série a été romancée. Je sais que c'est apparemment très fidèle à ce qui s'est passé, mais il y a forcément, il faut les combler, hein, les 10 épisodes. Il y a des moments où, effectivement, quand Jeffrey Dahmer est enfant et qu'il n'a pas encore fait de conneries majeures, on peut avoir de l'empathie pour lui par rapport à la situation familiale qui est quand même assez dramatique, ces choses-là, etc. Et il y a des points, en fait, dans la série où des fois, je me suis dit, notamment par rapport à l'épisode sur Tony Hughes, lui aussi, il est vachement bien mis en scène. Je trouve que c'est une série qui est très bien montée aussi. Je sais pas si ça vous a fait cet effet-là, mais les flashbacks, les retours en arrière, la manière dont ça se fait tout, toutes les scènes qui se coordonnent parfaitement avec les scènes suivantes. Enfin, c'est vraiment chirurgical la manière dont il a réussi à mettre ça en scène, et je trouve ça trop pertinent, quoi. Vraiment, j'adore la manière dont il a mis en scène et dont il a monté et dont il a tourné, dont les réalisateurs ont tourné cette scène-là. Enfin bref, ils ont pas montré la scène où il se masturbe sur les cadavres, encore heureux. Non, mais enfin, t'as quand même une scène où il se masturbe. Enfin, dans le côté glauque, t'as quand même une scène où il se masturbe en pensant aux organes des animaux. Comment vous voulez que je pense à me dire cette phrase-là un jour, moi? C'est le mec... Oh, le live de l'enfer. Non, mais je veux dire, comment tu veux que je me dise? Ouais, bah c'est normal, aujourd'hui je savais que j'allais prononcer cette phrase. Le passage sur Tony Hughes, justement, a été très romancé, et la famille de Hughes a beaucoup critiqué ça. Exactement, Johan, j'en ai parlé tout à l'heure, ouais. Et en fait, ça, c'est un truc où je me suis dit... C'est bien mis en scène, parce que c'est une des forces, en fait, de Dahmer. Quand vous regardez le truc... Vers la fin des épisodes, vers l'épisode 6, on le voit quasiment plus de Jeffrey Dahmer. On voit par le prisme d'autres personnages, les parents, Glenda, les parents de Jeffrey Dahmer, notamment son père, Tony Hughes, pour qu'on ait de l'empathie pour Tony Hughes. Parce qu'à un moment donné, on n'a qu'une envie, c'est de prendre Tony Hughes par la main et de se dire « Sors de là, mec, tu sais même pas dans quoi tu te mets ». Mais justement, ce côté romancé, pour moi, il est à double tranchant, parce que il y a des phases où des fois tu te dis Jeffrey Dahmer, il a envie d'arrêter ses conneries. Parce qu'avec Tony Hughes, on a l'impression qu'il y a une relation où il y a un amour qui est quand même plus vrai. Ils se sont vus plusieurs fois, etc. Et c'est peut-être le seul petit détail pour moi. Je sais pas s'il est dérangeant d'un point de vue psychologique et humain de se dire, tiens, à ce moment-là, Jeffrey Dahmer, tu sens qu'il commence un petit peu à vriller. Je vais pas dire du côté du bien, mais vous m'avez compris, du style, j'ai peut-être envie d'arrêter, j'ai peut-être envie comment dire, j'ai peut-être envie de l'avoir auprès de moi parce que on se rend compte qu'il a une carence affective, etc. Et justement, la différence, c'est qu'il faudrait pas que le spectateur commence à se dire « Allez, Jeffrey Dahmer, pose ton couteau, tu peux devenir quelqu'un de bien, arrête de faire des conneries. » Parce que ça, pour moi, c'est délicat et dangereux dans le sens où le mec, vu tout ce qu'il a fait avant, j'aurais peut-être peur, tu vois, qu'il y ait certains spectateurs qui se disent « Ah bah ça y est, je commence à avoir de l'empathie pour Jeffrey Dahmer. » Alors que pour moi, tout l'épisode tourne autour de « Au secours, Tony Hughes, sors-toi de là, tu vois, sors-toi de cette situation. » Je sais pas si ça vous a fait cet effet-là à vous. De vous dire, sur certaines scènes, on était mal à l'aise parce qu'on se disait
c'est malsain, on a l'impression de temps en temps. Alors évidemment que non, et d'ailleurs dans l'épisode 10 on le voit, hein, parce que il y a l'image de toutes les victimes, et puis le fanatisme des gens autour de Jeffrey Dahmer, il est tourné de manière très malsaine, donc on se rend compte que de la part de Ryan Murphy, on dénonce ça, effectivement. Ça c'est très drôle, tous ces fans-là, aujourd'hui on peut les retrouver par tous les connards qui font des trucs en boîte de nuit, on en a parlé l'autre jour, hein, mais faut savoir qu'il y a certaines boîtes de nuit en France qui font des soirées à thème Jeffrey Dahmer, enfin notamment une qui a même pas eu honte en fait de reprendre des images d'archives, pas de victimes, mais du visage de Jeffrey, avec le visage d'Evan Peters, etc. Et là, tu te dis, mais c'est terrible, quoi. Et j'ai peur que sur des gens, tu vois, entre guillemets, un peu faibles d'esprit, ou même des gens, tu vois, qui sont un peu dans les mêmes cas, tu te dis, ah bah, du coup, je me prends d'empathie pour Jeffrey Dahmer. Oh bah là, dis donc, j'aimerais bien qu'il s'en sorte. Ou alors, ah bah vas-y, fais ci, fais ça, machin. Et c'est le problème, peut-être, d'avoir... bah voilà, comme dit Yann, il dit, perso, je suis tombé dans le piège de l'empathie. Je pense que l'empathie, elle peut être sincère et réelle quand il est enfant. Après, faut pas oublier que si c'est là justement toute la nuance où c'est peut-être l'infime petit défaut de la série, c'est ce côté peut-être parfois un peu trop romancé où il faut pas tomber dans ce piège-là. Parce que quand bien même il a l'air très lucide, il est au courant de tout. C'est même, enfin, quand il parle aux flics et quand il parle aux gars comment dire, quand il parle au mec en tôle et qui dit ah, non, non, mais j'étais tout à fait conscient, j'étais pas fou, j'ai ceci, j'ai cela. Bah ouais, c'est normal, mais c'est parce que c'est tellement un peu romancé dans le sens quelque part. On a l'impression que c'est filmé de la manière dont bah allez, il faudrait qu'il s'en sorte. Ah non, en fait non. Hein. Il le dit d'ailleurs lui-même. C'est-à-dire s'il avait pu crever et avoir la chaise électrique et se faire condamner à mort, ah bah lui il aurait signé tout de suite. Il le sait, et la scène finale est extrêmement puissante parce qu'il le sait, et en fait, il est d'accord avec son châtiment. C'est ça, en fait, qui est terrible, c'est que tu te dis, le mec, mais il est pas fou, quoi, il est totalement conscient de tout. Et quand je dis de tout, c'est littéralement tout. Et ça, c'est archi violent, quoi. Enfin, psychologiquement, il y a des trucs, mais alors c'est vachement bien mis en scène. C'est vachement bien mis en scène derrière, mais c'est, ouais, il y a des cas d'études psychologiques violents, et ce que dit Drop One, malheureusement, est assez vrai. Aujourd'hui, tu te dis, bah ouais, Jeffrey Dahmer, c'est le nouveau héros vilain, tu vois. C'est genre, il y a des gens un petit peu fragiles d'esprit ou autres qui vont se dire, ah mais Jeffrey Dahmer, mais oh, il est incroyable. Bah oui, mais non, sauf que pas du tout. Non, 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 mec, il a juste mangé des gens. Bon. Ouais, voilà, et puis il y a d'autres gens qui vont se dire, c'est extraordinaire parce que Evan Peters, mais sauf qu'en fait, oui, mais c'est du jeu. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que c'est vraiment arrivé, quoi. On n'est pas sur du Theodore Bagwell où t'as une narration qui va te permettre que le personnage fasse amende honorable et puis faire des choses bien avec son fils, tu vois. C'est pareil, même pareil avec Theodore Bagwell quand tu regardes Prison Break. Globalement, enfin, c'est pas pareil parce que c'est de la fiction, mais je veux dire, éprouver de l'empathie pour Theodore Bagwell quand tu regardes les 2 premières saisons, c'est très 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 dur. Et même à la fin, tu te dis que tu commences à l'apprécier parce que voilà, le personnage est magistralement écrit. D'ailleurs, ils le disent à un moment donné. Ça aussi, j'ai bien aimé, c'est une petite phrase qu'il y a dans le dernier épisode. Jeffrey Dahmer qui dit, moi j'ai toujours préféré les méchants, je pense que je suis comme ça. Et même le prêtre lui dit, ah, moi aussi, ils sont souvent mieux écrits. Et je trouve que cette phrase-là, elle est géniale parce que c'est Ryan Murphy qui te dit, n'oublie pas que il y a une différence à faire entre ce qui est écrit des personnages fictifs et la vérité. Moi, je suis en train de te relater la vérité. Donc, tombe pas dans le panneau. Et voilà. Hein. Moi, j'ai de l'empathie pour les cerveaux malades. Dahmer avait de gros problèmes psychiatriques. Bah, c'est... Je veux dire, techniquement, dans l'histoire, c'est aussi triste... Enfin, non, pas aussi, mais... C'est également triste pour lui. C'est pas aussi triste pour lui que pour les victimes. Je veux dire, c'est triste pour les victimes, évidemment, décuplé fois 1000, mais c'est aussi triste pour lui, parce qu'on sent de temps en temps qu'il en souffre, etc. Il y a des vrais problèmes internes, tu vois. Même s'il est pas fou et qu'il a conscience, il y a de vrais problèmes internes. Mais ça doit être tellement difficile à mettre en scène. C'est, voilà, c'est tellement, ça doit être tellement dur à mettre en scène, et tellement dur à jouer. Voilà, comme je disais tout à l'heure, Evan Peters l'a dit plusieurs fois, ça a été un rôle où lui, il voulait de l'authenticité. Ah bah oui, je suis d'accord, Azrael. C'est pas triste, il mérite la mort. Évidemment qu'il mérite de mourir pour ce qu'il a fait. C'est juste net comme ça, avoir cette vie-là et terminer comme ça, c'est inhumain. Je dis ça dans le sens, c'est inhumain, c'est impensable. C'est on souhaiterait à personne un jour de devenir Jeffrey Dahmer, tu vois, parce que je veux dire, le mec en souffre autant qu'il a fait souffrir fois décuplé toutes les familles, etc. Et lui aussi, il en a souffert. Et s'il n'y avait pas cette souffrance-là, s'il n'y avait pas cette tristesse-là, T-Bag est dans mon top 15 perso de série, mais c'est tellement un connard que je voulais que Michael le tue en saison 2. Mais, oui, mais T-Bag, la différence, c'est que c'est de la fiction, et c'est très bien écrit, tu vois.
Et alors que là, ouais, voilà, Jeffrey Dahmer, bah, c'était des victimes innocentes, c'était, alors, en plus des victimes afro-américaines, etc., homosexuelles. Donc là, c'est vraiment dans toutes les catégories où c'est absolument dramatique. Et que ça a dû être dur pour lui. Que ça a dû être dur pour lui. Lui, il voulait de l'authenticité. Il a énormément recherché, il a énormément travaillé cette attitude-là. Il voulait être le plus proche possible du côté très calme qu'avait Jeffrey Dahmer. J'imagine pas pour un mec comme Evan Peters, j'imagine même pas la difficulté que ça doit être de jouer un rôle comme ça. Vraiment, enfin, c'est d'une violence qui, à mon avis, doit être inouïe, quoi. Mais même pour les réalisateurs, je pense qu'il y a certaines scènes qui devaient être très très dures. Evan Peters était effrayé de son propre rôle. Parce que avant de commencer le tournage et avant d'interpréter ça et avant même de devenir Jeffrey Dahmer derrière la caméra, il était effrayé. Il l'a dit plusieurs fois, hein. Voilà, que c'était le rôle le plus compliqué de sa carrière. Ça, c'est pas étonnant dans une carrière qui est encore jeune. Mais c'est totalement logique. Et surtout, bah, lui-même était effrayé en fait de tout ce qu'avait fait Jeffrey Dahmer avant. Alors t'imagines le délire depuis, quoi. Je mérite de mourir pour ce que je fais, quel claque, ça c'était le point le plus fascinant dans sa personnalité. Il était conscient de ses méfaits, mais impossible pour lui de s'arrêter. Ouais, il le dit. Il le dit, c'était une force en fait, c'était une force qui était plus forte que lui. Il savait que c'était pas bien, il savait que voilà, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il pouvait pas s'en empêcher. Il avait la conscience des choses, il savait les choses. Quand on le voit manger le bout de steak humain, il le regarde, et quand tu regardes le regard d'Evan Peters, il y a de la fascination, il y a du désir, ça c'est tordu, hein, mais il y a du désir, et il y a de la conscience. Du style, je suis devant quoi? Putain, je suis devant de la viande humaine, etc. Voilà, ouais, il est en excitation devant ça. Et, enfin, c'est vrai que c'est ça qui rend... Je parle pas forcément de série ou de film, même si cette série-là, pour moi, est vraiment très bonne, hein. Je parle d'observer euh, d'essayer de comprendre. Je trouve que c'est, pour le coup, ça, hyper facilement. Essayer de comprendre l'envers des serial killers, enfin, ça doit être un truc où voilà, il y a des cas psychologiques, tous sont différents, et oh, ça, c'est aussi malsain et tordu que fascinant, parce que, enfin, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe dans cette tête, qu'est-ce qui s'est passé, etc., hein. Valou, est-ce que t'as eu de l'empathie sur la scène où Jeffrey se fait tuer, où je suis le seul à être tombé dans le piège de l'empathie? Ah non, bah non, non, non. Bah non, parce que je veux dire, d'un autre côté, moi j'étais même en mode, tu sais quoi, le gars qui le bute, je lui en veux pas. Enfin, je veux dire, c'est un Afro-Américain, Jeffrey Dahmer a tué beaucoup de ses frères, le gars il est tombé dans la chrétienté, je pense qu'il a pas non plus supporté que Jeffrey Dahmer y aille à son tour, et voilà, t'étais en mode, bon bah écoute, enfin, il méritait la mort. Mais tu peux pas. Moi, je pense que tu peux pas avoir de l'empathie déjà pour Jeffrey Dahmer tout court. Mais je pense que dans cette scène-là, tu peux pas en avoir parce que même Jeffrey Dahmer, il est d'accord avec son rôle. Il est totalement, totalement conscient de. Comment te dire? Il est totalement conscient de son sort. Là encore, il l'assume et il dit d'accord. Moi, c'est le mot qui m'a marqué, tu vois, c'est d'accord. Fais ce que t'as à faire, en gros, mais je le mérite. Donc à partir de ce moment-là. Le témoignage téléphonique à la fin de l'épisode 2, je trouve ça ingénieux et osé. Il y a beaucoup de scènes qui sont dans ce délire-là très 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 intelligentes d'un point de vue créatif. Le fait de commencer la série sur la seule victime qu'il n'a pas pu faire déjà. Je pense que quand tu connais pas l'histoire ou quand tu commences la série comme ça, parce que bah, c'est une série qui a quand même fait un peu de buzz et que tu te dis, tiens, bah, je vais m'intéresser à ce point de vue-là parce que ça va m'en apprendre plus, je pense que le premier mec, quand il arrive, tu te dis, bon, bah écoute, voilà, ça va être sa première victime. En fait, non, ça commence déjà par un flash-forward qui va emmener d'autres trucs. Et là aussi, où j'ai trouvé que c'était, d'un point de vue de mise en scène, on le voit moins dans les épisodes d'après. Déjà, on notera qu'il n'y a pas de générique. Pas de générique, voilà, enfin, c'est vraiment filmé d'un point de vue cinématographique, voire même documentaire, hein. Pas de générique, rien. Ce que j'ai trouvé un hors norme, moi, c'est le premier épisode, c'est une scène, deux scènes. Bah, je me disais, j'avais des potes à la maison la semaine dernière, et parmi eux, il y en a une qui m'avait dit, ah bah, la scène d'intro, elle donne le ton. En fait, la scène d'intro, c'est limite tout le premier épisode, quoi. C'est genre 40 minutes, et tu regardes toute la tension qu'il met en place, tout le délire
de faire de cet épisode-là une immense scène où tu es presque en temps réel, où tu vas au cœur du glauque. Enfin, Evan Peters qui lui fait des câlins à l'autre, qui lui dit ah, je veux entendre ton cœur battre parce que je vais le dévorer bientôt. Enfin, c'est chaud quand même, hein. C'est chaud. C'est un peu bordélique. Moi, j'ai pas trouvé ça bordélique en vrai. J'ai pas trouvé ça bordélique parce que ça allait un petit peu partout dans la continuité, mais avec comment dire, avec toujours le petit bandeau, où est-ce que ça se passe, à quelle époque de l'année ça se passe, etc. Donc moi, j'ai pas, non, franchement, j'ai apprécié, moi, le montage de la série. Il y a plein de mises en scène. Comme vraiment Slade, très intéressante, lors du dernier épisode, notamment sa renaissance. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Parce que, je veux dire, là, on peut, je peux vous poser la question par rapport à votre interprétation. Mais je pense que Jeffrey Dahmer, il est, de la même manière que le prêtre le disait, je pense que Jeffrey Dahmer, il est honnête dans sa volonté d'être baptisé. Je pense pas que ce soit un objectif pour lui de s'en sortir ou quoi que ce soit. Je pense qu'en fait, c'est peut-être une expiation, quoi. C'est peut-être une envie pour lui d'être honnête et puis de se rapprocher de Dieu parce qu'il a été touché dans l'idée que, eh ben voilà, on pouvait peut-être non pas être pardonné, mais qu'il y avait une expiation de faute ou des choses dans ce délire. Et ça va toucher aussi à ce côté religieux-là avec... bah aussi toute la religion qu'il y aura, des personnages qui gravitent autour de lui. Mais moi, j'ai tendance à le sentir honnête dans sa démarche de se faire baptiser. House of Dragon, tu vas t'y mettre la semaine pro. House of Dragons, je vais m'y mettre à 22h30 ce soir. Ça y est, je regarde les 2 premiers épisodes après le live. Je suis rincé parce que je suis sorti là les 2 derniers jours et la fatigue est présente, mais House of Dragons arrive. Le mec ne fait pas de différence entre le bien et le mal, je comprends pas qu'il puisse croire en Dieu. Peut-être parce que, justement, c'est cette idéologie-là qui va lui en donner une connotation. Après, dans la série, on le montre, hein, notamment sur une scène où il y a un prêtre qui parle de Jésus et de 2 autres voleurs qui étaient à côté de lui, en mode, bah, il y en a un qui se fout limite de sa gueule, et l'autre qui dit, non, 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 mais attends, nous, on a vraiment des criminels, alors que Jésus, lui, il a rien fait, donc respecte-le. Et en fait, c'est là qu'on voit Jésus au milieu, le bien, le mal, et d'un côté, normalement, Dieu, Jésus, si tu fais amende honorable, si tu expies tes péchés, si tu te confesses, etc. Il est dit normalement que il n'y a pas de bien ou de mal, justement. Il y a simplement ce côté, Dieu t'accueille et expie tes fautes si jamais à un moment donné tu as le courage d'y aller et d'en parler. Bon courage si tu regardes House of the Dragon avant les anneaux de pouvoir, tu vas faire un gros glow down. Ouais, oui, je m'en doute. Je m'en doute. Mais je sais, tu comprends pourquoi, du coup, je suis beaucoup plus chaud à l'idée de regarder House of Dragon tout de suite et puis essayer de faire en sorte que la vidéo sorte pas trop tard après. Et des lives sur House of Dragon, il y en aura effectivement. Ouais, il y en aura un, voire peut-être même 2 sur la série. Je pense que je ferai un live théorie pour saison 2 et puis un live récap global en plus de ma vidéo sur les 2-3 prochaines semaines. J'ai du doute sur la sincérité de ses regrets, ce sont des regrets, mais à la façon d'Hammer, on ne sait pas trop. Ah oui, bah ça c'est vrai. Mais après, moi je pense, enfin vrai, comme il est conscient, dites-moi, parce que là en fait c'est que des sujets d'interprétation, on n'était pas dans son cerveau, on peut pas juger, mais c'est ça qui est intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que pour vous, les déclarations de justement de regret de Jeffrey Dahmer étaient honnêtes, étaient sincères? Est-ce qu'elles étaient sincères? Moi je pense que de la même manière qu'il était conscient qu'il faisait du mal, qu'il faisait souffrir et qu'il tuait, je pense qu'il avait aussi conscience du mal qu'il faisait. Et comme il avait conscience du mal qu'il faisait, derrière, oui, je pense qu'il a pu avoir des regrets sur ce qu'il a fait, dans le sens où bah, il sait qu'il a mal fait, et il est sincère dans les excuses qu'il fait. Après, par contre, est-que si c'était à faire, il ne le referait pas? Ça, comme c'est plus fort que lui, de toute façon, on ne le saura pas. Mais il y a des victimes. Il y a beaucoup de victimes qu'il peut faire, que ce soit Tony Hughes, ou que ce soit les 2 Steve, je crois, l'autostoppeur, ou même le gars dans l'hôtel. Tu le vois qu'il a pas envie de les buter. Hein. Au début, du moins. Il est là en mode « Ah non, 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 c'est pas vrai, non, machin, ah non, allez, réveille-toi. » Je pense qu'il a pas envie de les buter. C'est là qu'il est pris par une pulsion déjà qui est destructrice. Il sait que c'est mal, mais je doute que ça l'affecte. Alors après, oui, je pense que ça, c'est vrai. La distinction entre exprimer des regrets et en avoir. Il exprime des regrets. Il exprime le fait d'être désolé, parce que ça, je pense qu'il le pense. Maintenant, il sait que c'est mal, il sait que c'est pas à faire, mais est-ce que ça va l'affecter personnellement et est-ce que ça va le toucher? Quand tu vois les sourires qu'il a ou quand tu vois comme il est heureux en fait d'avoir des fans ou des gens qui vont l'interpeller, etc., ou trouver que ce qu'il a fait c'est super, bah forcément lui ça va pas l'inciter à regretter outre mesure. Hein.
Peut-être sincère, mais s'il pouvait, il l'aurait refait. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça, ouais. Mais c'est de l'ordre de l'interprétation. En fait, c'est une série où là, on parle de choses qui ont vraiment existé. Donc il n'y a pas de code de pensée positive ou négative. Il n'y a pas de code de bah, ce que tu dis c'est vrai ou c'est pas vrai. Je pense que c'est vraiment une question d'interprétation parce que le seul qui pourrait répondre à ça, c'est lui et il est mort. Et tant mieux, mais il est mort. Donc c'est voilà, hein. Il était satanique. Oui, bah oui, il voulait faire un cabinet un peu satanique, où il le dit d'ailleurs dans la série, il voulait garder les ossements, les trucs, les machins pour en faire un grandeur nature. Enfin, c'est dur, hein, c'est dur. Dans les choses, moi, qui m'ont marqué aussi, et ça va être un extrait sonore, parce que je trouve qu'en fait, ça illustre hyper bien... Merde. Je, je voulais faire un truc tranquille et au final, j'ai lancé un jeu. Hop, tac. Bon, tu me diras, j'ai lancé un jeu d'horreur, hein, donc on est un peu dans le thème, mais c'était pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, c'est bon, c'est reparti. Donc là, ce sera probablement retiré du live, auquel cas j'en reparlerai après. Et je trouve qu'il y a un point qui est énorme aussi dans la série, c'est celui-là. Il y a vraiment quelque chose, en fait, qui ressort de la musique de Dahmer, notamment de ce thème qui est le thème de fin. Donc pour la rediffusion, je peux pas la mettre pour raison de droit d'auteur, la musique, mais j'ai mis la musique de la fin de chaque générique, qui est la musique principale qu'on entend régulièrement. Il y a un petit peu de tout en fait dans ce thème-là. Il y a le thème de la solitude, il y a le thème du glauque, il y a la connotation de quelque chose de sombre, de quelque chose de dérangé, mais en même temps de tristement reconnu, j'ai envie de dire. Moi, quand j'écoute cette musique-là, on voit en fait toute l'emprise de Jeffrey Dahmer, d'un mec qui est complètement bouffé par bah, les zones d'ombre qu'il a, tu vois. Et pour moi, le délire autour des baleines, il le dit. Il le dit en mode que ça l'apaise. Et c'est peut-être pour ça qu'ils mettent ça aussi dans la série, tu vois. C'est pour manifester cette aura-là de quelqu'un de très 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 calme. Je pense. Et je sais pas, je trouve que c'est un thème qui est hyper intelligent en fait à décrypter, à décortiquer et qui est vachement en lien avec la série. Il est mort, tant mieux. Non, dommage, on aurait tellement pu apprendre avec lui, qui était plutôt franc dans sa déclaration par rapport à d'autres serial killers. Oui, bah ça c'est sûr. Je veux dire, pour la compréhension d'une personne ou pour l'apprentissage de certaines choses, oui. C'est sûr que s'il avait pu nous en dire plus, c'est bien. Maintenant, par rapport à tout ce qu'il a fait, la famille de victimes, etc., et ça on le voit par bah, les parents... alors je me souviens plus de l'ethnie, indiens, je vais dire indiens, mexicano-indiens, qui ont une grosse importance dans la fin de la série, ou aussi bah, tout simplement pour les victimes et les Glenda, la voisine, etc. On voit que eux ne peuvent pas vivre et n'arrivent pas à vivre tant qu'ils savent que lui est encore en vie. Est-ce qu'il méritait vraiment de vivre après tout ce qu'il a fait? Pour moi, la réponse, elle est claire. On n'est pas sur un serial killer qui, déjà, c'est ignoble, se contente de tuer. Quand tu vois tout ce qu'il a fait, je pense que effectivement, la mort, c'était la moindre des choses. Thaïlandais, ils étaient thaïlandais? Ah, je sais plus, parce que je sais qu'il y a une des victimes, il le dit, Evan Peters, à un moment donné, il fait l'inventaire des personnes qu'il a tuées, puis justement, il y a des gens qui disent, alors il y a des personnes afro-américaines, il y a des blancs, et puis il parle d'indiens. But de Paris, 1-0, lourd, 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 lourd. À partir de quand on ne peut plus avoir de l'empathie pour Dahmer? C'est une très bonne question. Du Laos, d'accord, ok. Ok, ok. Bah alors j'ai dû confondre avec d'autres victimes. Il en parle à un moment donné d'une victime, je crois, qui est d'origine indienne. Ou alors je peux peut-être me tromper, hein, mais enfin vous voyez les personnages dont je parle. Je pense que bah, dites-moi dans le chat d'ailleurs, à partir de quel moment l'empathie pour Jeffrey Dahmer cesse d'exister? Est-ce que c'est dès sa première victime? Là où il s'en veut encore, là où il regrette, où il a des remords? Est-ce que c'est au moment où il replonge? Ou là, pour le coup, pour lui, ça devient un plaisir sadique et plus fort que lui? Donc à partir de la troisième ou quatrième victime? Est-ce que c'est dès la première? Et encore, la mort pour lui, c'est une délivrance? Ah, je pense pas. Non, je pense pas que ce soit une délivrance. Je pense que c'est juste pour lui la justice. J'ai l'impression qu'il sait qu'en fait, lui, vivre ou mourir, c'est pas le plus important. En fait, je pense que c'est une question de justice.
Voilà, de justice, de je mérite de mourir. Donc si je meurs, parce que de toute façon, je le mérite. J'arrive pas à avoir de l'empathie pour lui à aucun moment. Quand il est gamin encore à la rigueur, bon, tu vois son père, enfin, son père, il essaie de s'en excuser en mode oh, mais non, mais c'est de la science, c'est des choses comme ça, tu pourrais être bon en biologie. Techniquement, ça c'est pareil, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que le père, c'est vraiment mal d'emmener son gamin dans des activités un peu morbides? Viens, on va dépecer des animaux morts. Alors là, on en avait parlé sur Twitch. Moi, je vous laisse à votre opinion. Je n'ai pas forcément d'avis là-dessus. Mais il y avait des gens sur Twitch qui disaient, bon, bah, c'est des animaux qui tuent pas, déjà. C'est juste des animaux qui récupèrent morts. Il y a le fait que le père, bah, il passe pas son temps avec lui. Le fils, il est spécial. Il y a que ça qui l'intéresse. Bon, le cercle familial, effectivement, il n'était pas tout à fait net. Ils avaient beaucoup de soucis. Bon, tu vois que le père avait aussi ses soucis psychologiques. Je pense que ça a pu expliquer le fait que le gamin était peut-être un peu jeune pour faire déjà de la dissection d'animaux. C'est glauque, voilà, c'est pas du tout recommandé. Et puis bah, tu vois que derrière, il y a peut-être aussi ce côté, quand tu vois qu'il commence déjà enfant à prendre les viscères et puis à apprécier ça, ça arrive déjà de là, hein. La solitude est tellement ravagée, l'a tellement ravagée que malheureusement des gens ont perdu la vie en étant tombés dans son chemin. La solitude et l'alcool. N'oublions pas l'alcool. L'alcool qui a été, faut le rappeler, le seul accompagnant fidèle de Jeffrey Dahmer. La seule personne, la seule entité, c'est pas une personne, mais la seule entité qui est restée proche de Jeffrey Dahmer tout ce temps, c'était l'alcool. Quand plus personne n'était là, même pas ses parents, quoi. Donc oui, certes, après, il a eu des tentatives de rachat, il en a eu beaucoup. Pour un mec qui a fait autant de saloperies, je trouve même qu'il en a eu énormément. La fac, l'armée, mais bon. Mais voilà, hein, au moment où tu montres du gore à un gamin à 8 ans, psychologiquement, ça peut le mettre mal. C'est pour ça qu'on le met moins de 12, 16, 18. Ouais, je suis d'accord, ouais. Mais il y a ce côté, le père, il est démuni. Tu sens qu'il a envie peut-être de faire quelque chose qui va intéresser son gamin. Puis il se dit, bon, c'est peut-être que de la biologie, ça va peut-être l'aider en sciences, peut-être que ça pourra devenir un scientifique ou des choses comme ça. Mais c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt, une activité comme ça, alors que le gamin, il a quoi, 8 ans, 8-10 ans maximum. Ah, c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Même en vrai, à son âge, je trouve que c'est déjà trop tôt de le faire à l'école. À partir du enfin ouais, oui, à partir du collège, je veux bien. Je sais pas quel âge il a, mais pour moi, c'est à partir de la fin du collège où à la rigueur, tu peux commencer à faire de la dissection. Encore, moi, je vais vous dire, par exemple, j'en ai jamais eu, hein. Moi, j'ai jamais eu de cours de biologie ou d'SVT ou quoi que ce soit où on disséquait des animaux. Donc là, à cet âge-là, puis tu vois que le père, il y prend un peu du plaisir. Regarde, c'est des boyaux, il y en a plein, tu peux tirer si tu veux, tu peux en mettre. Tu sens que c'est appuyé, quoi, sur le truc. Donc forcément, derrière, c'était les années 60-70. Ouais, il y a ça aussi. Oui, les années. Ouais, ouais, ouais. Puis les programmes, de toute façon, d'éducation américains sont pas les mêmes qu'en France. C'est une curiosité morbide. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas grave en soi, mais c'est très morbide. Et encore plus avec un gamin. Enfin, déjà, faire des trajets. Viens, fiston, je t'emmène en voiture. Notre objectif, c'est. Oh, regarde, ils sont contents, les mecs, quand ils voient ça en bagnole. Ça y est, j'en ai trouvé un. C'est un opossum mort. Ouais, frère, j'achète plus une Nintendo. Enfin, ça existait pas encore à l'époque, mais attends, prends-lui une Beyblade et puis voilà, tu vois, genre, je sais pas, faites des Rubik's Cube, hein. Le père fait un doctorat de biologie, je crois. Ah bah, oui, ils sont intéressés par ça. Mais ça aurait mérité d'attendre un peu. Tu fais ça avec ton gamin quand il a 14-15 ans. À l'époque où, voilà, tu te dis, bon, ça peut être un projet plus tard. Admettons, et encore, je prends des pincettes, mais admettons qu'il ait 14-15 ans, et puis que, bah, ils sont intéressés par la science, que ce soit encadré, et puis que derrière, bah voilà, tu fais des recherches un petit peu biologiques pour ensuite aller, pourquoi pas, en lycée, en S, et puis faire des études de biologie. Ok, et encore, même 14-15 ans, mais voilà, mais bon, pourquoi. Mais là, 8 ans, je crois que t'es quand même autre chose à foutre, hein. Donc ouais, moi c'est une bonne question, ça, l'empathie. C'est, voilà, c'est à partir de quel moment on peut arrêter d'avoir de l'empathie pour Dahmer? Pour moi, je me dis, soit dès sa première victime, soit à sa rechute. Parce que il y a un long moment, un long processus où il fait plus rien, où il arrive à rester tranquille. Et puis tu sens qu'il y a des victimes qu'il a pas du tout envie de faire parce que bah il est là. Oh non non c'est pas vrai, putain c'est pas possible et tout. Maintenant d'un autre côté, n'oublions pas que avant et pendant les victimes, les trucs comme ça, il drogue des mecs. Il se fait virer de toutes les boîtes. Rien que ça, déjà, c'est glauque, hein. Il les drogue,
il a des problèmes pour agression ou abus sexuels ou des choses comme ça. C'est un mec, enfin ça, je sais pas pareil si c'est romancé ou si c'est vraiment arrivé, mais c'est branlette en lieu public et compagnie. À un moment donné, moi déjà, je veux dire, l'empathie, elle commence à partir très très vite. Hein. Elle part très très vite parce que tu te dis, gros, tu forces quand même. Hein. Penses-tu que cette série est problématique? Non, non, parce que à moins d'être totalement, enfin, à moins d'être psychologiquement un peu atteint, disons. Je dis pas ça méchamment, je dis ce qui est. À moins d'être psychologiquement un petit peu, voilà, ou faible, ou ceci, ou cela. Et d'un coup se dire, Jeffrey Dahmer, c'est un peu un héros incompris. Voilà, on peut rien faire pour toi, c'est clinique, je pense que la série n'y est pour rien, c'est qu'à mon avis, il y a un problème. Et à moins d'être complètement teubé, parce que là, il n'y a pas d'autre mot, à moins d'être complètement teubé et de vouloir, comme la boîte de Aix-en-Provence, faire des thématiques de soirée Halloween sur Jeffrey Dahmer, ce qui est irrespectueux au possible vis-à-vis des victimes, complètement idiot. Et puis, vraiment, je me dis, mais c'est un truc, en fait, je pense que les gars, ils savent pas à quel point ça peut merder. Imaginez, par exemple, cette soirée-là, et qu'il y a un mec qui se dise, oh, ils font une soirée de Jeffrey Dahmer, trop bien, vas-y, j'ai kiffé la série, le mec était grave lourd. Et que ce soit un mec psychologiquement atteint. Le gars, il va à la boîte, il se dit, tu sais quoi, je vais refaire pareil, je vais les droguer. Il voudra peut-être pas les tuer à la fin, mais ça va le faire marrer, il va se dire, oh, je me suis déguisé en Jeffrey Dahmer, et je vais draguer des mecs et tout, et je vais draguer des gonzesses, et je vais les droguer, putain, ça va être trop bien, je vais trop être dans le mood de la série, bon après je les tuerai pas, mais tu vois, ce sera trop accurate, puis ça fera marrer tout le monde. Il y en a, je suis désolé, mais on est en 2022, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, je pense qu'il y a des gens qui en seraient capables. Si vous me dites non, à partir du moment où on est capable déjà de faire une soirée à thème Jeffrey Dahmer, on n'est même plus à ça près dans la surprise. C'est grave et ça peut être très dangereux. Ça deviendrait un challenge. Mais oui, bien sûr. Mais n'oublions pas que les challenges TikTok et Instagram à l'époque du Covid, c'était je sais plus, le Covid challenge, c'était d'aller lécher les chiottes ou les trucs ou les machins et les rambardes partout pour te dire, ah regarde, j'ai léché des rambardes, je suis un rebelle, hein, moi. Le Covid, moi, il m'aura pas, hein. Moi, je lèche, hein, hashtag machin. On a vu ce que ça a donné depuis, quoi. Donc, je veux dire, on est dans une société de teubés maintenant, là, pour la plupart. Donc, c'est très dangereux de faire ça. Il y a eu des piqûres maintenant en soirée. Ouais, alors des gens qui se font piquer ou des trucs ou des machins, ça existe depuis très longtemps. Mais s'il y a une augmentation depuis l'arrivée de la série, c'est pas de la faute de la série. C'est de la faute des gens qui regardent et qui se disent « Oh, c'est super !» Mais pour moi, non, la série, elle est très bien. Elle est bien ficelée, elle est bien mise en scène. Justement, on en parlait, le fait de ne pas montrer le gore, je pense que c'est un respect pour les victimes, c'est très bien vu. Il y a un respect vis-à-vis, et on le voit sur les derniers épisodes, comme je parlais tout à l'heure, un respect de donner du temps d'antenne aux familles, aux parents des familles, aux acteurs qui jouent Glenda Cleveland, etc., pour ne pas laisser que le temps d'antenne à Jeffrey Dahmer, mais aussi à son père, pour voir l'envers de comment eux l'ont vécu, parce que c'est aussi important de donner le change aux victimes. Et à ce rythme-là, pour moi, la série n'a rien de mal, en soi. Juste peut-être, voilà, quelques petites séquences romancées, comme avec Tony Hughes, où la mère, elle a dit que c'était pas du tout passé comme ça et que c'était honteux. Et là où tu te dis, oui, il y avait peut-être quelques romances à faire un petit peu moins, justement pour que les plus faibles se disent pas, Jeffrey Dahmer, il est incompris, c'est un héros, en fait, il avait raison, oh là là, j'ai de l'empathie pour lui, super. Voilà, c'est pour éviter ces choses-là, quoi. Il suffit d'une brèche pour allumer le cerveau des tarés. Il y en a qui veulent bien être tarés après, hein. Je veux dire, tu sais, des jeunes ou des conneries comme ça où tu te dis, oh mais en fait c'est trop cool. Juste ça, hein. C'est comme le film Joker. Oui et non. Oui et non, parce que Joker, il y a un message de fond derrière. Joker, en fait, il y a un message de fond qui est un message réel. Le problème, c'est que c'est mal exécuté, parce que, bon, bah, voilà, tu vois ce que le fait de Joker. Bon, je vous le conseille pas, évidemment, hein. Mais il y a un message de fond derrière ce que fait le Joker. Il y a un message qui est pertinent et qui est pas forcément faux. C'est pour ça que les Wayne sont des gros cons, d'ailleurs, dans le film Joker. C'est parce que c'est l'avènement des puissants, et puis les gens qu'on voit pas, le traumatisme du quotidien, puis des gens qui deviennent... pareil, pas fous, mais complètement meurtris, dévastés par ça, et qui terminent par faire des choses horribles. Mais ça part d'un message qui n'est pas forcément faux. Alors là, c'est quoi le message? Mangez 5 fruits et légumes par jour et n'oubliez pas les protéines. Je pense qu'à mon avis... Si Jeffrey Dahmer, son vrai objectif, c'était de nous dire, écoutez les gars, Hannibal Lecter avait raison, les protéines c'est bien,
Quand c'est cuit, c'est mort. Moi, je vous conseille vraiment d'aller manger à la source. Je suis pas sûr que ce soit ça, tu vois, l'idéologie de base du bonhomme. Hein. C'est surtout risqué de reprendre une histoire vraie, non? Tu penses pas qu'il aurait été plus simple pour lui de créer un personnage inspiré de ça? C'est risqué, mais c'est le propre aussi des biopics. Branchez votre frigo. Ah ouais, non, mais vraiment, c'est genre, bon bah les gars, vous avez des problèmes, l'acide est votre solution. N'oubliez pas, toujours une perceuse dans la table de chevet, ça peut servir. Et n'oubliez pas vos cassettes de L'Exorciste, oui monsieur. Mais non, non, c'est le problème du biopic. Un biopic, quand il est bien fait, il est sordide et glauque. C'est peut-être pas à laisser entre toutes les mains. Je pense surtout que c'est ça. C'est peut-être pas une série à mettre à la portée de tous. Loin de là. Mais je pense pas que, à part dans les trucs romancés, où effectivement, il faudrait que je me penche un peu plus sur la vraie vie de Jeffrey Dahmer pour voir le vrai du faux, bah écoute, non, la série n'y est pour rien. Et puis il y a beaucoup de thèmes qui tournent autour de ça aussi. On a encore des thèmes sur la religion, on a des thèmes sur le racisme, on a des thèmes sur le vivre ensemble, on a des thèmes familiaux qui vont arriver sur les difficultés des gens qui vivent en famille et puis qui ont des, voilà, des séparations, des choses comme ça. Enfin, ça traite énormément de choses au-delà de ça. Hein. Regarde par exemple comment dire, des biopics sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des biopics genre La Chute, etc., où on était très très proche d'Hitler, etc. Ouais, bah, le biopic, il est bien fait, il est bien ficelé, voilà, tu te rends compte que c'est un délire, hein, mais c'est pas pour autant que derrière, tu dois devenir néo-nazi. Ou encore moins le montrer à des mecs qui ont des tendances déjà un petit peu cheloues. Là, c'est la même chose pour Dahmer. Les flics racistes incompétents. Oui, bah il y a ça aussi, voilà, ouais, les flics racistes, où ça c'est dégueulasse au possible, mais les mecs, il y a même une médaille qui leur est donnée, enfin t'es là, tu fais putain... Enfin voilà, et ça, c'est pareil, c'était déjà le cas dans Black Landsman et dans plein d'autres trucs. Je veux dire, l'exploitation des Noirs, les choses comme ça, tout ce que dénonce notamment Spike Lee ou autres, ou bah, plus récemment, et c'est aussi inspiré d'une histoire vraie, je vous conseille de regarder l'excellente série avec John Berntal qui s'appelait, c'était à Baltimore, This is our, merde, This is our city, We Own This City, qui s'appelait We Own This City, ou pareil, là tu voyais vraiment les trucs véreux et tout, c'était inspiré d'une histoire vraie, tu mets ça de la manière dont il filmait Jenkins, tu mets ça dans les mains de certaines personnes qui veulent faire des couilles ou des machins comme ça, les gens vont peut-être pouvoir se dire, mais ce mec c'est un génie, j'ai trop envie de faire pareil, des magouilles, des trucs, des machins, mais c'est trop bien, on va se faire blinder de thunes sur le dos des gens et tout, ils verront jamais rien. C'est voilà, je pense que il y a aucune série qui est responsable du public qui va regarder. Par contre, la promotion peut peut-être essayer de faire en sorte que certaines personnes ne regardent pas ces séries-là. C'est super, We Own This City, ouais. Le pire, c'est sur TikTok, il y en a énormément qui romantisent et font des edits sur le vrai Dahmer. Ah non, mais ça, oui, bah après, voilà, hein. C'est des trucs qui soient passionnants. Je pense que c'est un fait. C'est glauque, c'est morbide, mais c'est fascinant et c'est passionnant parce que c'est de la lecture psychologique humaine et c'est de la lecture euh, enfin, vraiment glaucasse et sordide et sur le cerveau et sur l'être humain et sur oui qui soit fascinant mais malsain et passionnant parce que bah voilà moi la série pour le coup m'a passionné, j'avais envie de voir ce qui allait se passer ensuite, jusqu'où il était capable d'aller, comment on peut en arriver là, etc. D'accord, derrière après il y a des considérations à prendre en compte, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'il est passionnant que tu dois en devenir passionné. Putain, c'est beau, j'aurais pu écrire un livre. Dans la série, on voit très peu les scènes de viol post-mortem, alors que dans le doc, son premier cadavre, il se masturbe je ne sais combien de fois. Oui, mais ça, oui, et je pense que, on l'a dit tout à l'heure, Guillaume, je pense que c'est par respect pour les victimes. Effectivement, hein, il y a ce côté-là où je pense qu'ils ont voulu en montrer le moins possible, parce que là, t'es sur une fiction. Un documentaire qui relate de faits réels ou de choses comme ça, bon bah voilà, c'est un documentaire, ça va reprendre des trucs historiques, des photos, des machins. Oui, forcément, du coup, c'est compliqué. Par contre, derrière, je pense que... du coup, derrière, je pense que quand tu regardes une série qui est fictionnelle, la fiction, c'est toi qui décides de l'écrire, c'est toi qui décides de ta narration. Et je suis pas sûr que t'aies forcément envie de narrer des trucs comme ça, tu vois. Et merci Elias pour le don, ça fait plaisir, merci beaucoup. Tu penses qu'à la fin, il était sincère dans son repenti?
Je pense que si c'était à refaire, il l'aurait refait. Je pense qu'il est sincère dans le fait qu'il témoigne son pardon. Il est désolé pour les familles. Maintenant, est-ce que ça l'affecte? Je pense à moitié, dans le meilleur des cas, mais je pense pas plus que ça. Parce que quand tu le vois, en fait, ouvrir les lettres de fans ou des trucs ou des machins, il y a quand même un côté un peu galvanisant pour lui. D'ailleurs, il s'en sert hein, pour se faire un peu de thunes, etc. Donc à partir de ce moment-là, sincère, oui. Affecté, non. De choses qui sont radicalement différentes. Hein. On le saura jamais car c'est un manipulateur hors norme. Jeffrey Dahmer, bah, oui, oui et non. Moi, je pense qu'en fait, il avait pas trop de temps à perdre à manipuler. En fait, la série nous montre pas. La série nous montre un manipulateur pour arriver à ses fins, mais à partir du moment où il est gaulé, ça ne nous montre plus du tout un manipulateur. Le mec, il est juste en mode, hey YOLO, je te dis tout, quoi. C'est ça qui est d'autant plus flippant. C'est que le mec, il est juste là en mode, bah, gros, en fait, ouais, bah. Non, non, mais je suis pas fou, je les ai bouffés parce que j'avais envie, hein. Non, non, mais notez-le, hein. Genre, t'inquiète, hein, moi je te raconte tout, hein. J'ai même pas envie de plaider ou quoi que ce soit, je suis juste là pour raconter mon histoire, hein. La photographie est superbe. Je vois notamment ce que dit Major et je suis d'accord. La photographie est superbe dans le sens où ce côté sépia très pellicule à l'ancienne, sans forcément mettre le filtre, etc. En plus, je trouve que ça marche vachement bien. Ça retravaille et ça redéfinit aussi ce côté vraiment très glauque parce que c'est des couleurs même ternes et vraiment jaunâtres qui donnent pas envie de regarder. C'est des couleurs qui sont pas chaudes, mais chaudes dans le mauvais sens du terme. Genre vraiment chaudes, mais flippantes, quoi. Effrayantes, glauques, morbides. Et ça aide aussi beaucoup, hein. En plus, le mec était déçu de ne pas avoir eu la chaise électrique. Oui, mais parce que je pense qu'il est tout... en étant... comment dire? En étant totalement honnête, je pense qu'en fait, le gars, il était vraiment en mode... Bah, en fait, je mérite de crever, quoi. C'était peut-être même l'honnêteté incarnée, le garçon. Hein. Je veux dire, bah en vrai, je mérite de mourir, quoi. Donc, ouais, après ce que j'ai fait, je mérite la mort. Et il le dit vite, hein, il dit, moi, voilà, je pense que quand il accepte son sort, moi, c'est quand le mec lui éclate la tronche et que lui, il dit d'accord, et que l'autre, après, il sort au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je trouve que le gars, il pète la classe quand il dit cette phrase. Mais pourquoi il s'est pas suicidé lui-même? Dans le chat, pourquoi, d'après vous? Pourquoi il s'est pas suicidé? Peut-être parce que finalement, peut-être parce qu'il a pris goût à la prison et aux fans. Tout simplement, hein, peut-être qu'il s'est dit finalement, il y a des gens qui me suivent et je leur dois de rester en vie. Je sais pas, hein. Ou ouais, peut-être trop lâche pour le faire lui. Enfin, honnêtement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Il voulait peut-être pas, voilà, c'était peut-être pas suffisamment grandiloquent pour lui. Ou là, pour le coup, je saurais pas répondre. Il préfère être tué que se tuer lui-même. Ouais, il y a peut-être ça aussi. Ça, franchement, ouais, c'est une question complexe. Mais ouais, en termes de photos, de réal, de montage, de dramaturgie et de jeu, encore une fois, d'Evan Peters et puis de tout le casting qui gravite autour de lui. Ah, d'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des gens déjà dans le chat qui ont regardé Sons of Anarchy? Parce que les deux flics, il y en a un d'ailleurs qui a la voix de Thierry Desroses en VF, qui est la voix de Samuel L. Jackson. Les deux flics qui vont interroger Jeffrey Dahmer, euh, le Black, c'est pas le gars qui termine avec les Sons, l'acteur. J'ai pas eu le temps de regarder, donc, mais il lui ressemblait avec 10 ans de plus, puisque Sons of c'est fini il y a un petit moment. Mais c'est pas le même acteur qui jouait le rôle de celui qui termine avec les Sons, si c'est ça, hein. Il me semblait l'avoir reconnu, lui. Une ambiance poisseuse, c'est poussiéreux, Slate. C'est poisseux, c'est poussiéreux. C'est à l'image de l'appartement délabré de Jeffrey Dahmer. Hein. Si, c'est lui, hein, voilà, ouais, c'est ça. Parce que je voyais le comédien, je me dis, il me dit un truc, je suis sûr que c'est le mec de Sons of. Mais alors, il a une petite moustache et puis il a pris 10 ans, mais... Evan Peters humanise le perso, le vrai Dahmer devait être absolument effrayant et repoussant. Selon, alors je connais un peu l'histoire, mais je la connais pas suffisamment pour dire. Là, je laisse le soin à ceux qui connaissent plus, mais Evan Peters voulait de l'authenticité. Il a été en, voilà, il voulait se faire soldat de l'authenticité, il voulait combattre pour l'authenticité.
S'il a joué comme ça, c'est qu'il voyait Jeffrey Dahmer comme ça. Peut-être que Jeffrey Dahmer était calme tout pareil, et que peut-être que certaines personnes pouvaient lui donner le bon Dieu sans confession, en mode ouais, il a l'air gentil ce gamin. L'une des scènes qui m'a le plus écœuré d'ailleurs, vraiment, là, quand on parle de choses écœurantes, c'est l'une des premières arrestations de Dahmer, où il fait un on tôle, je crois, ou un truc comme ça. Et on a pas les flics, pas les autres, mais carrément le juge qui lui dit « Tu m'as l'air sympathique. Tu me fais penser à un gars de ma famille aussi qui a eu des problèmes d'alcool. Bon, je sais ce que t'as fait, c'est pas bien. » Parce que vraiment, là, il avait déjà un casier judiciaire qui était énorme à ce moment-là. « Mais tu vas prendre qu'un an. Puis en plus, tu pourras travailler. Puis si tu veux, tu pourras sortir un peu. Puis si tu veux, tu nous demandes, hein, on a des préconcepts de la première PlayStation, alors on pourra te la filer aussi, hein, si jamais t'as besoin. T'auras aussi des repas équilibrés. Tu sais, j'ai l'impression de voir l'avocat de Better Call Saul qui dit, et t'auras ton petit morceau de chocolat aussi le soir en te couchant. Et ça, en vrai, c'est écœurant aussi. Parce que là, tu te dis, ça peut être du racisme, ça peut être du je m'en foutisme, ça peut être du favoritisme, mais enfin, le nombre de fois où la série te dit, eh, Dahmer, il aurait pu être arrêté 1500 fois, et où en fait, t'as juste une justice laxiste, raciste, et des mecs en mode, on en a rien à foutre. Parce que le petit gamin là qui se fait reconduire chez Dahmer, oui, non mais c'est mon mec, il a 19 ans. Frère, s'il te plaît, quoi. Le juge qui lui dit ça, les trucs, les machins, ouah, vas-y, arrêtez. Enfin, je veux dire, en vrai, il aurait pu ne faire que 2 victimes, hein, Dahmer. Il aurait été arrêté, on serait juste rentré chez lui, tu vois. On aurait juste égoudé Glenda Cleveland. Hop là. C'était fini, Jeffrey Dahmer, il n'y aurait même pas eu de série, hein. Je danse, mon beau. Rien que pour toi. Le vrai Jeff était pas vilain du tout physiquement, quoi. Il avait un charme, tout le monde était d'accord sur ça. Mais c'est comme... Il me semble que c'est Ted Bundy, me semble-t-il, qui avait d'ailleurs été très très bien joué par Zac Efron. Et il me semble que Ted Bundy aussi, le juge lui avait dit, je suis attristé en fait de vous condamner, parce qu'en fait vous êtes brillant, vous avez du charme, vous êtes intelligent, vous auriez pu être un des avocats ou un des juges les plus brillants possibles, puis vous avez décidé de devenir un serial killer, quoi. Mais je crois, il me semble que c'est Ted Bundy. Je sais plus si c'est Ted Bundy. Mais il me semble que c'était Ted Bundy. Ouais, même le juge lui avait dit, franchement. Mais alors là, il l'avait dit en mode, je te condamne quand même, et puis voilà, tu vas prendre cher. Mais il l'avait dit en mode, bah, t'aurais pu devenir quelqu'un de très bien. Et bah malheureusement, non. Et ça me fend le cœur, parce que putain, je vois un avocat, je vois un mec qui a du charme, qui a de l'assurance, qui a de l'éloquence, de l'élégance, et vas-y, putain, tu t'es viandé. Jeffrey Dahmer, pour moi, il en était pas à ce niveau-là non plus, hein, parce qu'il était quand même sombre, il faisait quand même flipper, tu vois, déjà de base. La première fois, il aurait pu être arrêté, c'est après sa première victime, avec le corps dans la voiture. Ouais, déjà à ce moment-là. Et puis après, bah, tous les autres moments où... Alors, le moment le plus flagrant, c'est le moment du juge, et puis après le moment avec les 2 flics. Où là, t'es là, vas-y, tu rentres chez lui, tu vas dans le... Tu te rends compte, quoi? Pour moi, la série cherchait à nous questionner sur qu'est-ce qui est pardonnable ou pas. La question du pardon, elle est là dans les derniers épisodes. Maintenant, en fait, Jeffrey Dahmer, tout ce qu'il fait est tellement impardonnable, je pense que ça peut pas être pardonné. Alors là, après, ça dépend des chrétiens et de comment tu l'imagines et de te dire, oui, mais finalement, le pardon est accessible par tous, peu importe ce que t'as fait, parce que bah, il écoute tes prières, il écoute tes repentirs, il écoute tes confessions, etc. Bon, je pense qu'ils s'en foutaient, les flics. Ah oui, totalement, oui, les flics, ils étaient là, ils se sont dit, vas-y, on s'en bat les couilles. Je veux dire, c'était peut-être leur moment où ils étaient à 2 doigts d'aller manger un cheesecake ou autre, ou en plus, voilà, par moment qu'ils soient un peu racistes, ils se sont dit, bah, tu sais quoi, c'est un... Ah, alors, on m'a dit le Laos, apparemment. Mais vous voyez à peu près ce que je veux dire, quoi. C'est quelqu'un du Laos ou autre chose. Bon, bah, tant pis, vas-y, tu sais quoi, on s'en fout. C'est pas gênant, hein. Coucou Val, mon retour à la science, l'acteur joue magnifiquement bien. Comment ça va? History of Magic, ça a changé de pseudo. Comment vas-tu? Ça fait plaisir, j'ai reconnu la vignette de notre bon vieux modérateur. Oui, non, la série est excellente. Et puis l'acteur est... Oui, oui, Evan Peters, c'est fabuleux, hein. Evan Peters, c'est fabuleux. C'est de la caste vraiment des... Voilà, je pense que des comédiens XXL qui vont par la suite encore plus élever leur niveau de jeu, hein. Moi, je vois Evan Peters aller très très loin plus tard. Dahmer était serein tout le long, il avait aucune pression, ses limites s'il disait pas, bon bah je continue et si on me chope, tant pis. Ouais, voilà, c'est ça. Mais si c'était comme ça en vrai, c'est la même chose. Parce que là, c'est pareil, hein. C'est bon, bah on me chope, on me chope, on me chope pas, on me chope pas. Il a même pas l'air vraiment dégoûté d'être chopé, tu vois.
C'est bon, bah on me chope, bah je mérite de mourir pour ce que j'ai fait, bon bah tant pis. Et ça a pas l'air particulièrement de le miner, en fait, de plus pouvoir tuer derrière. C'est ça qui est bizarre aussi. C'est que de la manière dont on le voit dans la série, il y a plus d'alcool, il est en tôle, il a pas plus particulièrement l'envie de tuer, quoi. Tu sens que c'est venu aussi, enfin t'as l'impression limite que c'est venu aussi vite que c'est reparti. Il mérite un futur Golden Globe. Ça va dépendre comment la série va être reçue, mais apparemment elle a été bien reçue. Après, c'est très politique aujourd'hui les récompenses, donc est-ce qu'ils vont vouloir donner ça à une série qui traite de victimes ou de choses comme ça, ou est-ce qu'ils vont se dire on récompenserait Evan Peters, ouais, mais on récompense quand même un mec qui a joué un serial killer. On va peut-être avoir des gens sur le dos. Faudrait voir. En termes d'acting pur, oui, largement. Largement. Bonsoir, j'ai une info si personne n'en a parlé. Bah, Laboratory, n'hésite pas, ouais, dis-nous, hein. Il dit lui-même que la mort est qu'une étape de la vie, donc il s'en fout de mourir au final. Oui, puis il est d'accord avec ça. Il sait qu'il a merdé. Donc il se dit, bon bah tant pis, si je meurs, c'est pas gênant. Je trouve intéressant l'histoire avec Tony, ça se voyait qu'il l'aimait bien et qu'il voulait pas le tuer, mais il voulait pas qu'il l'abandonne. Ouais, il y a un enjeu d'abandon, hein. Tu vois que c'est quelqu'un qui a eu une carence affective énorme et qui a une tolérance à l'abandon qui est proche de zéro, donc forcément ça l'a flingué, ouais. J'ai vu que dans l'histoire réelle, la voisine mange le sandwich offert par Dahmer. L'histoire dit pas si elle l'a mangé ou non. Oh, je crois que non, il me semble qu'on la revoit le soir et le sandwich est toujours là. Mais même ça, tu vois, par exemple, dans le glauque du non-dit, quoi. T'es là, imaginez, regardez la série quand vous êtes à la place des parents des victimes. Ne serait-ce que cette scène, tu vois pas ton gamin se faire découper ou quoi, mais imaginez ne serait-ce que cette scène et te dire, comment dire, pas crescendo, mais d'un point de vue chronologique, ce qu'il y a dans le sandwich, c'est mon gamin. Netflix n'a rien demandé aux familles des victimes. La famille du mec sourd a même dit que l'approche était totalement différente de la réalité et que c'était dégueu de se servir de leur histoire à leur sauce, Netflix, pour faire de l'argent. Je viens d'arriver, donc je sais pas si ça a déjà été dit. Si on en avait parlé, oui, bah justement, oui, de la mère. C'est la mère de Tony Hooks qui avait dit que ça avait été très romancé et qu'elle n'était pas contente du tout de ça. Qu'il y avait un effort de réalisation et puis de cohérence par rapport à ce qui s'était vraiment passé, mais que justement, par rapport à Tony Hooks, il y avait apparemment beaucoup moins d'alchimie entre les deux, que ça s'était pas du tout passé comme ça et qu'elle était dégoûtée en fait d'avoir vu ça. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Ah bah si c'est vrai, enfin, je suppose, enfin je veux dire c'est la première au courant, mais si c'est vrai qu'effectivement entre Dahmer et Tony Hughes il y avait beaucoup moins d'alchimie, c'est là où je regrette peut-être de temps en temps le côté un peu trop romancé de certaines choses qui peut malheureusement des fois provoquer de l'empathie pour Jeffrey Dahmer. Je parle pas en mon nom mais je parle peut-être pour certaines personnes, là où il n'en faut pas. Là où le but déjà c'est d'avoir de l'empathie pour Tony Hughes et le problème c'est que si en plus ça s'est pas vraiment passé, c'est chaud quoi. C'est chaud. Même la grand-mère, enfin je veux dire, t'as des scènes... Et même sur des trucs un peu bénins, mais... T'imagines la grand-mère, elle rentre dans la chambre et puis elle voit qu'en fait son petit-fils, il démonte un... je rigole parce que c'est la phrase qui est drôle, mais il démonte un mannequin de centre commercial. Enfin c'est... Ouais, c'est tordu de chez tordu de chez tordu, hein. Et le fait que la ville n'a pas fait le parc commémoratif ou autre chose dans la mémoire des victimes aussi, c'est triste. Ouais, c'est triste et c'est hyper bien réalisé là aussi dans le montage chronologique. Parce que les derniers mots de la série, c'est Glenda qui dit je serai là, j'abandonnerai pas. Je resterai jusqu'au bout, je ferai tout pour que ça arrive. La phrase, elle est à peine finie, tu vois le truc, ça n'est jamais arrivé. Donc c'est là que tu sens aussi qu'à Milwaukee, je sais pas comment c'est aujourd'hui, où est-ce que ça en est, mais tu sens qu'à Milwaukee aujourd'hui... Et je pense que ça doit être toujours le cas. C'est des villes comme Baltimore, Détroit ou des choses comme ça, où à mon avis la population afro-américaine est importante, mais elle n'est pas écoutée, elle n'est pas entendue, et il doit encore y avoir beaucoup de racisme et des choses comme ça, et ça aide pas du tout, quoi. Le coup de la boîte dans laquelle il y avait une tête, imagine son père s'il l'avait découvert. On peut se poser, à votre avis, son père il aurait fait quoi? Je me demande si son père l'aurait pas couvert. Ou alors, est-ce qu'il s'en serait douté? Est-ce qu'il s'en serait pas douté? Je me demande comment aurait réagi le père s'il avait découvert la tête. Est-ce qu'il l'aurait peut-être pas couvert, mais est-ce qu'il s'en serait douté? Comment il l'aurait pris? Est-ce qu'il aurait essayé Est-ce qu'il aurait essayé de le sauver de ça en mode, bon bah maintenant je te prends sous modèle, tu recommences plus, mais vas-y, on dira rien. La grand-mère s'en doutait. Ah oui, bah en même temps, elle a vécu longtemps avec lui, hein.
En essayant de le soigner. Ouais, je pense que la couverture en mode maintenant je te soigne, je me rends compte que c'est aussi en partie de ma faute, pas que, mais voilà. Et je sais qu'il y a un truc de pas bien, je pense qu'il l'aurait couvert par amour pour son fils, mais il aurait tout fait pour l'aider, quoi. C'était pas une tête dans la boîte, mais des mains. Bah non, si, c'est une tête dans la boîte. Alors après, j'ai peut-être loupé une séquence, mais il met la tête dans cette boîte-là, et après, on voit un plan où il y a la tête dans un bocal en dessous du lit. Donc on peut imaginer qu'en fait, il a juste eu le temps de mettre le bocal en dessous. Il me semble bien que c'est une tête, hein. C'est une série qui sera dans le box-office Netflix pendant longtemps. Histoire mot pour mot, beau travail de la production. La prod a été pas mal. La prod est, voilà, c'est vraiment qualitatif, mais en même temps, d'un autre côté, le créateur, c'est... Dans la réalité, c'était des mains. Ah oui, moi je parle dans la série. Dans la réalité, je savais pas, mais dans la série, oui, c'est effectivement une tête. Dans du cellophane qui est ensuite dans un bocal. D'accord, mais donc d'accord, donc donc ils ont poussé ça loin, puisque au final, ça veut dire que comment dire, ça a vraiment existé quoi, ce coup de cette boîte avec des mains à l'intérieur, c'est chaud hein. Il était dans le déni, son père, il savait, mais il voulait pas ouvrir les yeux, je pense. Il savait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, oui, c'est une évidence. À ce point-là, je pense que tu peux jamais vraiment te dire ça. Quand t'es le père ou la grand-mère de quelqu'un, quand bien même tu peux avoir des soupçons sur ce que fait ton gamin et glauque, je pense que c'est inhumain en tant que parent de se dire je vais ouvrir une boîte, il y a une tête dedans. Enfin, ça me paraît lunaire. Tu peux pas imaginer des choses comme ça venant de ton fils. À moins que tu les aies sous les yeux, voilà, tu t'es dans le déni. Mais même en dehors du déni, c'est des choses tellement inconcevables. Surtout à ce stade-là, quoi. Maintenant, oui, moi, je me demande s'il l'aurait pas un minimum aidé ou un peu couvert. La grand-mère avait peur de lui, je pense. Ah oui, ça se voit sur le regard. L'actrice est très forte aussi, hein, qui joue la grand-mère. Mais ça se voit sur le regard à certains moments. Puis lui, il pète un câble assez souvent hein, avec elle. Hein. Ça arrive qu'il lui gueule dessus. Il a des spasmes comme ça de violence. Donc ça aide pas non plus, quoi. Ouais, il l'a dit ça. Et c'est redit dans la série que c'est des pulsions. Et que, voilà, c'est plus fort que lui. Il utilise ce mot-là. C'est des trucs plus forts, quoi. Pas forcément par rapport à la tête dans la boîte, mais dans sa vie à Jeff en général. Oui, oui, je suis d'accord. Bah là, je prends cet exemple-là parce qu'on parlait de cette scène-là. Mais il y a toute une scène d'ailleurs qui est assez intéressante où, en gros, c'est à chaque fois que Jeffrey Dahmer il a fait un truc chelou, t'as 3 ou 4 scènes où on a l'après, genre son père qui vient l'aider en mode oh putain, tu t'es fait virer, oh putain, t'as fait ça, oh putain, t'as fait ça. Et je sais plus c'est dans quel épisode, mais voilà, t'as 4 ou 5 situations qui arrivent d'un coup. À chaque fois, le père vient pour rattraper les conneries du fils. Et là, tu sens de plus en plus que le père, il se dit frère, ça commence à faire beaucoup là, calme-toi un peu quand même. Et l'autre, il sort toujours des excuses. Ah oui, mais non, mais c'est pas ça, mais oui, mais non, mais voilà, ah oui, mais non, mais t'inquiète. Et tu sens que le père, il est en mode ouais, c'est chaud. Par contre, au point de se dire, il tue des mecs, il les découpe, il les mange, il les fout dans l'acide, il leur perce la tronche, il met de l'acide dedans, et il se les tape alors qu'ils sont morts. Bon, je pense que, enfin voilà, c'est chaud. Parce que tu le vois, hein. Et je suis assez d'accord avec toi, Moonlight, parce que tu le vois dans le premier épisode, les pleurs, l'acteur est génial, hein, mais les pleurs du père, au moment où le flic lui dit ça, c'est des peurs. Je sais pas comment vous l'avez perçu, encore une fois, c'est de l'interprétation, mais la toute première scène dans le premier épisode où il pleure, c'est des pleurs du style. Ça m'étonne pas en vrai. Genre, tu sais, il pleure, il se retient, il sait que c'est affreux, mais moi je trouve qu'il a des peurs du style. C'est horrible, mais c'est horrible, et en vrai, ça me choque pas plus que ça. J'ai vraiment cette impression-là, en fait, que le père, il soit en mode. Je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Genre, c'est relou, hein, forcément, mais je suis pas étonné, quoi. Genre, voilà, on m'aurait dit qu'il a gagné le prix Nobel de la paix. Là, par contre, pour le coup, j'aurais été un peu plus choqué, quoi. Des pleurs où il a réalisé tout ce qu'il s'est passé dans sa vie. Ouais, il y a ça, et puis qu'il a pas pu, comment dire, il a pas pu l'aider. Donc t'as le côté revers de boomerang aussi, hein, du style, bah, il se reprend tout dans la gueule parce que bah, là, il se rend bien compte que son fils a merdé et que c'est aussi en partie de sa faute. La réalisation de tout ça, tout ce qui s'est passé dans la vie de son gamin, le contre-choc de se dire bah sa vie est foutue tout autant que celle de son petit, etc. Machin, parce que bah évidemment, de la culpabilité, comme dit Emeline, ouais. Et puis ce côté, en vrai, c'est même pas étonnant. Alors, c'est comme ça, tu as regardé She-Hulk. Alors, ne confondons pas les torchons et les serviettes, ni le bowling et le bilboquet. Hein. On est sur un autre level que She-Hulk, mais oui. Ouais. Putain, She-Hulk. Ouais.
Ah bah d'un autre côté, She-Hulk, c'est torché. Hein. Je veux dire, si après Dahmer, vous voulez regarder un truc vide de sens, complètement pété, où vous êtes sûr de ne pas vous prendre la tête, vous pouvez aller sur She-Hulk. Hein. Alors ça, c'est... Ouais. Là, vous allez voir du speed dating, vous allez voir Vous allez voir du Daredevil qui marche pieds nus de jour. Vous allez voir des réunions Fast and Furious. Enfin, vous allez voir l'abomination. Même pas envie de dire la fin. Non, c'est convivial. Hein. Son père avait des pulsions, mais il n'est jamais passé à l'acte. Ouais, son phaire aussi, il avait des phases comme ça. Ouais. Bah, lui, il a eu la présence d'esprit de pas y aller. Mais il en avait aussi. Je sais pas si c'est héréditaire, ça. Parce que c'est d'un point de vue psychologique, c'est un point de vue psyché, c'est un point de vue de cerveau. Je sais pas si vous, dans le chat, ça, c'est des choses, si scientifiquement, vous les avez connues ou pas. Mais est-ce que pour vous, ça se transmet, ces trucs-là? Est-ce qu'on peut transmettre une génétique comme ça de folie ou de... Parce qu'ils le disent à un moment donné, ils disent, bah non, mais on a regardé le cerveau de celui qui meurt juste avant, là, qui se fait picouser dans l'épisode 10, et ils ont disséqué son cerveau, et ils se sont dit, bah le cerveau, il va bien, en fait, il n'y a rien qui va pas. Hein. Il y a eu des études, c'est prouvé que non. Je pense que ça se transmet avec l'éducation. Dans certains cas, les troubles mentaux sont héréditaires. Moi, je sais pas du tout ça, mais c'est une série qui te donne envie de t'intéresser à ces choses-là. Moi, l'univers des serial killers, etc., ça m'intéresse parce que je trouve ça fascinant. Et je regarde pas mal de trucs dans ce délire, mais sans aller au fond du fond, tu vois, de questions qu'on peut toujours quand même tous se poser, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, c'est normal? Est-ce que si? Est-ce que ça? Tu vois, tu peux te poser ces questions-là. C'est dû à la fréquentation et au traumatisme. Après l'enfance de Jeffrey, il était isolé, donc à la différence de son père qui a peut-être que lui un environnement familial plus sain. Oui, son père a peut-être été encadré, c'est chose que n'avait pas son fils. Et c'est peut-être pour ça que son père s'en est voulu aussi. Hein. Parce que bah forcément, t'es là, tu fais... bah oui, j'ai laissé mon fils tout seul. La mère qui est ignoble, encore plus que son père, parce que son père au moins a la décence de rester pour le fils. La mère, elle en a rien à branler de Jeffrey Dahmer. Mais ça se voit... pour moi, même quand Jeffrey Dahmer est petit, hein, je pense que sa mère, elle a atteint un stade où quand tu te barres avec un de tes deux gamins et pas les deux, et que tu laisses l'autre gamin comme ça, je pense qu'en fait, sa mère, elle avait mis Jeffrey Dahmer dans le prisme du père, en mode, vous avez fait des choses bizarres tous les deux, vous êtes de la même race, moi je prends le gamin qui est normal et je me tire. Sauf que bah du coup, la mère, elle a eu ça a foutu une merde monstre. Et la mère, tu sens qu'elle est vide de toute humanité envers son gamin, quoi. La mère voulait qu'il garde le cerveau pour faire des recherches. Ouais, c'est dit à la fin, ouais. La mère prenait des médocs durant la grossesse et c'est un facteur prouvé désormais qui a effet néfaste sur les enfants. Il y a ça aussi, ouais, effectivement, elle a été sous cachet tout le temps. Bon, elle n'a pas une vie facile non plus, puisque ce qu'elle vit avec son mari, etc., c'est pas évident. Mais de là à carrément laisser ton gosse... Et les médocs pour la mère, la culpabilité pour le père, l'alcool pour le fils, bon bah ça fait des chocs à pic, hein, là forcément. Hein. C'est des trucs qui sont hyper difficiles, quoi. Hyper difficiles. Et bah voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Quelle heure il est? 22h10. 1h25 de live. Est-ce que ce live vous a plu? Parce que bon, bah, je sais que vous étiez très nombreux. Alors voilà, il y a le match du PSG. Je sais que ce sera peut-être un petit peu plus regardé en rediff, mais j'espère que ce live vous aura plu, que ça aura été intéressant, parce que bah, on a pu parler de pas mal de trucs. Puis même le point de vue psychologique et humain, au-delà de la série, est intéressant aussi. Mais sinon, c'est une série voilà qui est très bonne. Hein, je veux dire visuellement, qui est hyper riche. Qui est en termes de photos, de mise en scène torchée. Ryan Murphy prouve qu'il est capable de tout. La réalisation est bonne, l'écriture est bonne. Evan Peters, c'est un monstre. Sans mauvais jeu de mots. Donc non, ouais, moi je pense que c'est une série qui est vraiment intéressante à étudier, quoi. Qui est intéressante à étudier. L'ambiance sonore, j'ai mis la musique tout à l'heure, mais pareil, ouais, je trouve que la musique, elle apporte un truc incroyable. Le, 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 le... Elle prône un truc hyper sordide. Enfin, le thème de fin, comme je disais, hein, t'as un petit peu de tout. T'as un côté apaisant avec les baleines qui représente le calme de Dahmer. T'as le côté glauque, un petit peu épouvante, très malsain des notes. Et puis en même temps, derrière, t'as toute la tristesse de la situation. T'as toute la...
Je trouve que c'est une musique hyper fataliste en plus. Enfin, la BO est hyper fataliste en mode il peut pas s'en sortir. Et du coup, il va être obligé de tuer alors qu'il sait que c'est pas bien. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes dans cette série, donc c'est top. Je vous donne le programme de la semaine prochaine. It's official, je serai, après moult péripéties, je serai au concert de Kendrick Lamar à Paris vendredi prochain. Ce qui fait qu'il y aura une semaine un petit peu moins chargée en live. Je serai en live demain sur Twitch alors, un truc qui pourra vous intéresser, on fera que des lives à 20h là cette semaine. Demain à 20h, je serai en live sur Twitch pour un unboxing. Jusqu'à 21h, j'ouvrirai le coffret collector de Jurassic Park que normalement je reçois demain avec la figurine en édition limitée, etc. L'intégralité des 6 films Jurassic Park et World en Blu-ray et en 4K. Donc je ferai un unboxing et je l'ouvrirai en même temps que vous demain, donc à 20h sur Twitch. Après, on jouera à NBA 2K à 21h. Mardi et mercredi, on commence Plague Tale Requiem, la suite du jeu Plague Tale que beaucoup d'entre vous m'avaient demandé. Qui est monstrueux et qui a l'air exceptionnel. Donc ça, ce sera mardi et mercredi. T'iras au concert de Blink 182. Ah, ils sont quand en concert, Grégoire? Bah, après, moi, je suis de Royan, donc déjà, ça me coûte un bras hein, d'aller à Paris. Là, j'ai réussi à m'arranger pour pouvoir y aller, mais du coup, je vais, comment dire? Je vais pas pouvoir y repasser avant un petit moment. Mais ouais, je serai à Kendrick. Blink, malheureusement, je pourrai pas. Donc, mardi et mercredi, on est en live pour Plague Tale. Et il y aura un autre live YouTube dimanche prochain consacré à Black Adam. On fera la critique et un débat autour de Black Adam qui sort ce mercredi avec The Rock et évidemment notre bon vieux, peut-être, on l'espère en tout cas, Henry Cavill, peut-être un petit caméo de Superman. En tout cas, moi j'y vais essentiellement pour ça. Donc ça, ce sera dimanche prochain. Donc dimanche prochain, save the date, évidemment, on sera en live YouTube pour parler de Black Adam et la rediffusion. Et les lives House of Dragon seront la semaine suivante. Là, je m'y mets, là, dès que j'ai terminé le live, je me mets à House of Dragon. Et tu penses que tu auras fini House of Dragon quand? La vidéo sortira... 6, 9, écriture, relecture, tac, ouais. Et là, du coup, je serai là le dimanche. Je vais essayer de la sortir le lundi 24 ou mardi 25. Il y aura un live le lundi 24 sur comment dire, sur House of Dragon, c'est sûr. Et la vidéo sortira le lundi 24 ou le mardi 25, puisque ce sera la sortie du dernier épisode pour House of Dragon. Donc il y aura ouais, un live qui sera sur House of Dragon lundi prochain. Pas ce lundi-là, mais le suivant. Et puis la vidéo qui sortira le même jour ou alors le mardi. Et puis la saison sera finie le 24, ouais. Donc j'aurai déjà écrit une grande partie de la vidéo. Et puis je me laisserai un petit peu de temps pour décrypter l'épisode final et puis sortir ça soit dans la journée, soit le lendemain. Il y aura un live cette semaine-là et un live la semaine suivante sur House of Dragons pour ça. Et puis il y aura aussi sur Twitch une fin de semaine 100% horreur, où il y aura un petit décor horrifique, un petit truc spécial Halloween qui devrait être sympa. Donc ça, ce sera très bien. Donc à voir là pour cette semaine, mais en tout cas vous êtes sûr de me retrouver lundi, mardi, mercredi sur Twitch et dimanche sur YouTube. Donc voilà, on se retrouve dès demain. Merci à tous d'avoir été là. Je vous dis évidemment à la prochaine pour de nouvelles aventures. En espérant qu'on soit nombreux la semaine pro. Et puis voilà, merci à tous d'avoir été là. Merci Elias pour le don et je vous dis une bonne nuitée. Bisous.